Sous la pleine lune, une lame courbée tranche l'air nocturne, laissant une traînée sanglante sur les toits. Cette arme appartient à un guerrier solitaire, qui ouvre un chemin de destruction dans une lueur rose. Sa féroce attaque fauche un autre adversaire, qui tombe sous le puissant coup de la lame. Le guerrier se tient avec du sang sur le visage, fatigué, mais avec une détermination sombre. Autour de lui des corps renversés, et une voix raille qu'il utilise des techniques étrangères à s'aligner. Parle l'esprit Dong, chef du culte des démons sanglants, et avec un sourire froid, il dit que la technique familiale est passée à un gamin gâté. L'ancien chef Sun Woo-jin regarda en bas et, avec amertume, traita le guerrier de monstre pour avoir décimé sa propre famille. Dag Dang désigne D, un geste une fille au loin, et demande ce qu'il compte faire de cet enfant. Un désespoir traverse le visage du guerrier, ce qui semble réjouir le chef du culte. Elle ordonne impitoyablement à San Woo-jin, dernier chef de sa famille, de tuer aussi la jeune fille. La fille San Mu-yanwa serre fermement son épée, avec à la fois peur et défi sur le visage. À ce moment, derrière San Woo-jin apparaissent les silhouettes fantomatiques de ses compagnons morts. Il baisse la tête dans la tristesse et demande pardon à son capitaine, car il sent qu'il ne pourra jamais être comme lui. Une main fantomatique le calme, et l'esprit du capitaine lui demande doucement s'il essaie de nouveau recroqueviller. L'esprit lui murmure qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait, et que les conséquences ne reposent pas sur ses épaules. Il se souvient des paroles du capitaine ne jamais abandonner et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir jusqu'à la fin. Et il comprend il est capturé. Il se transformera en marionnette de Dag Dang et deviendra une menace pour son capitaine. Avec une nouvelle détermination, il décide mieux vaut mourir de son propre gré que de se retrouver en captivité. Le chef du culte est sous le choc et indigné, exigeant de savoir ce qu'il compte faire. Il a déclaré qu'elle ne pourrait jamais utiliser son corps et jure de la tuer, même s'il devient un fantôme. Sans hésiter, il se plante la lame dans la poitrine, tandis que le chef du culte hurle de rage. Sa vue se trouble, et le monde autour fond comme un souvenir lointain et flou. Lorsqu'il tombe, il est envahi par le regret, il fuyait les problèmes au lieu de vivre pleinement. Son esprit flotte dans un abîme pourpre, et il entend une voix colérique l'appeler par son nom. Soudain, le vieil homme avec une grimace féroce exige de savoir si Jin a quelque chose à dire. Il se retrouve à genoux sur le sol beaucoup plus jeune, les mains liées et complètement déconcerté. Le jeune homme se tient dans une immense salle, le vieil homme le juge, tandis que les autres observent silencieusement sur le côté. Soudain, il reconnaît l'homme C et son père, San Woo-jung, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Le jeune homme lève les yeux avec une expression perplexe, et adresse doucement à l'homme en L, appelant père. Il ferme les yeux un instant, essayant de comprendre cette situation déroutante. Il regarde ses mains liées, et le sentiment de désorientation le serre de plus en plus fort. Le père accuse le silence et comme un aveu du meurtre de son beau-frère. Le jeune homme est stupéfait, a-t-il vraiment tué un homme nommé Den Ha-sang? Soudain, une image lui revient en mémoire, où il buvait joyeusement avec un ami, et immédiatement l'idée surgit que Den est mort il y a plus de 10 ans. Soudain, il se souvient être debout au-dessus du corps de son ami, mais il est sûr de ne pas avoir eu ni le motif ni la possibilité de le faire. Il comprend qu'il est retourné dans le passé au moment où il a été piégé pour le meurtre de son ami. En revenant à ce moment, il se retrouve à genoux devant son père et ne peut que chuchoter « Je ne me souviens pas ». Le chef de famille éclata de colère, criant qu'une telle réponse était tout à fait inacceptable. 3 de ses frères, avec des sourires rusés, regardent le père hésiter à le tuer pour apaiser la famille d'Anne. Un de ses frères propose de le mutiler et de l'envoyer vivant, qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Le frère cadet propose soudain d'envoyer Jin au front, disant que Alliance avait demandé quelqu'un de la famille. Il insiste si la vie est condamnée à mourir. Il vaut mieux qu'elle serve d'une manière ou d'une autre. Et leur père réfléchit silencieusement à cette idée. Les autres frères sourirent. Ils comprirent que ce plan les libérerait aussi de devoir y aller eux-mêmes. La ligne de front est la frontière où l'Alliance de combat a combattu le démon sanglant Colt pendant la Grande Guerre sanglante. Bien que l'Alliance ait arrêté l'assaut du culte, elle n'a pas réussi à reprendre les terres conquises, alors ils ont établi un poste de garde. Jin comprend que C est un prétexte parfait pour que ses frères se débarrassent de lui en se couvrant d'une fausse accusation. Il restait toujours à genoux, convaincu que un de ses frères ou sœurs avait dû organiser tout le complot contre lui. Plus tard cette nuit-là, il est assis seul dans sa cellule, sentant que son père a pris la même décision que dans sa vie précédente. Sentant approche des pas, il serra les poings et affermit sa détermination cette fois. Il doit obtenir ce dont il a besoin. Une jeune femme San Woo-yanwa apparaît sous sa caméra. L'inquiétude se lit sur son visage, et elle demande s'il va bien. Jin la rassure qu'il va bien, demande des nouvelles d'elle, et elle répond qu'elle croit en son innocence. Mais il se souvient bien que dans sa vie précédente, elle ne faisait que pleurer. Alors cette fois, elle dit avec assurance qu'il n'est pas coupable. La jeune fille est visiblement bouleversée, son assurance soudaine et claire en son innocence, elle a frappé.
Elle demande pourquoi il est si sûr, et il répond calmement qu'il n'avait aucune raison de nuire à son seul ami et à sa fiancée. Il avoue ils étaient face à face précisément au moment où une épée a été trouvée dans le dos de son ami, une épée qu'il n'avait pas. Après cela, Yann demandera pourquoi il est resté silencieux et n'a pas défendu devant leur père. Jin répond simplement que pour lui, le meilleur choix était d'aller au front, ce qui la déroute encore plus. Soudain, un souvenir d'enfance éclate dans sa mémoire comment, après la mort de sa mère, il a dû survivre seul. Sa mémoire incroyable a fait de lui un véritable prodige. Mais parmi des frères jaloux, il a dû faire semblant d'être idiot pour survivre. Mais cela est devenu une habitude autodestructrice, et quand il l'a enfin compris, il était déjà devenu la risée de tous. Pendant l'année 21, il était considéré comme un imbécile insignifiant, la honte de la famille, dont on se moquait constamment. Pour changer son destin, il devra quitter la famille et rencontrer en première ligne son héros Gaël, le dragon volant de Silepong. Mais il remarque que l'attitude de Yayon a changé, elle ne le console plus comme avant. Il la regarde et pense peut-être que c'est son calme cette fois qui a provoqué une autre réaction chez elle. À ce moment, il ressent une autre présence, et en marmonnant pensivement « il se retourne. Soudain, il retient son souffle et comprend qu'il observait silencieusement depuis l'ombre. Son père, San Wuzhang, se tient près de la caméra, et rien ne se lit sur son visage. Jin remarque avec surprise que la présence paternelle se ressent aussi différemment de ce qu'il se rappelle. Dans sa vie passée, le père soupirait simplement, et s'en allait en voyant qu'il le suppliait de le laisser partir. Mais cette fois, le chef de famille N a pas reculé, et a directement demandé à son fils était-il vraiment piégé pour le meurtre. Le garçon a soudain compris que son père avait sûrement écouté sa conversation avec Yanva. Le vieil homme avoue qu'il a toujours su Jin faisait exprès de faire semblant d'être un imbécile. Mais il ne savait pas qu'il voulait vraiment partir. Il s'excuse devant son fils, prenant sur lui la faute d'avoir laissé sa vie se transformer en un tel désordre. Jin est figé par cette excuse inattendue car auparavant, son père le négligeait toujours. Il se souvient que même son père, chef de famille, était fortement influencé par les proches du côté de sa femme. Il comprend soudain que l'indifférence de son père pouvait être une manière silencieuse et cachée de le protéger. Puis San Wuzhang demande à son fils a-t-il des dernières volontés avant d'être envoyé. Saisissant l'occasion, Jin demande la permission d'accéder à la bibliothèque personnelle du chef, ne serait-ce qu'un jour. Le père hausse les sourcils, déconcerté, et demande pourquoi veut-il maintenant aller à la bibliothèque. Jin avoue il a honte de ne pas connaître les arts martiaux de sa famille, et il veut les étudier avant de partir. Il se rappelle que dans sa vie précédente, il ne comprenait rien à l'art de sa famille, et devait voler des techniques aux autres. Il peut apprendre les Soundwoo 13 Swords, il sait que cette fois il progressera beaucoup plus vite. Son père se moque de l'idée qu'on puisse maîtriser les arts martiaux en un jour, en ne lisant que des livres. Bien qu'hésitant, le chef de famille ferme les yeux, et accepte de satisfaire la demande. Le garçon est ravi, mais il immobilise lorsque son père ajoute une condition à l'accord. Le vieil homme avertit apprendre la culture en solitaire est dangereux, donc il lui enseignera personnellement. Bien que surpris, Jin accepta instantanément et assis rapidement en position du lotus, comme on le lui avait demandé. Son père posa ses paumes sur la porte de la chambre et déclara avec détermination qu'il transmettrait les anciennes techniques infinies. Il insuffle dans le dos de Jin une énergie lumineuse tout en prononçant un sort pour que Jin s'en souvienne. Le jeune homme est stupéfait, il réalise qu'on lui révèle un art secret que seule la tête et les cheveux peuvent apprendre. Il a une sensation étrange comme s'il devait être heureux, mais quelque chose cloche légèrement. Pendant que le père continue de transmettre l'énergie, Jin lutte pour comprendre cette sensation inconnue. Un moment de silence s'écoule pendant qu'il digère ce tournant inattendu des événements. Pendant ce temps, les frères font du bruit, ils affirment fermement que les parents ne doivent pas laisser Jin entrer dans la bibliothèque. San Wuzhang répond calmement que ce serait une honte pour la famille si Jin mourait sans rien apprendre. Il déclare fermement que sa décision est finale, les autres fils restent figés dans un silence stupéfait. Plus tard, Jin se tenait seul dans une immense bibliothèque, sincèrement reconnaissant que sa demande ait été exaucée, ne serait-ce que pour un jour. Il joignit ses mains en souriant, et derrière lui apparut une silhouette fantomatique mystérieuse. La figure demande si un seul jour suffira vraiment, et le jeune homme répond avec assurance que c'est plus que suffisant. Il ne cherche pas à apprendre l'art, en un jour il veut graver chaque détail dans sa mémoire impeccable. Autrefois, sa mémoire photographique était considérée comme un signe de prodige, elle lui permettait de survivre en copiant ses camarades. Le capitaine Selpun a même donné un nom à sa capacité spéciale, elle a appelé technique de mémoire des scènes. Maintenant, assis dans la bibliothèque, il est sûr d'absorber toutes les informations et de les utiliser à son avantage. Il commence à étudier les arts anciens et infinis, ainsi que la plus haute technique de s'aligner les 13 épées. La tête remplie de nombreux livres, il allongea par terre complètement épuisé par ses efforts. Il avoue à lui-même qu'il ne comprend pas du tout ces 13 épées,
Alors il décide de sortir pour prendre l'air frais. Avec une tête qui ne tient plus, le jeune homme sort dehors, il a urgemment besoin d'une pause de cet apprentissage épuisant. Il s'effondre sur l'herbe à côté, réfléchissant à abandonner tout pour aujourd'hui. Allongé sur le sol, il soupira profondément, la fatigue mentale pesait sur lui. Il avoue la plupart de ce qu'il a lu lui était incompréhensible, et cela le pousse à douter si cela valait vraiment la peine de faire des efforts. Soudain, l'air fut déchiré par une voix moqueuse familière. Quel art martial pourrait-il bien apprendre? Ses frères passent à côté, accompagnés de plusieurs jeunes femmes, et se moquent de sa prétendue paresse avec sarcasme. Parmi elles, 2 femmes inconnues, dont l'une le regarde avec un intérêt calme, presque curieux. Le groupe s'arrête et le regarde de loin, et une des femmes demande qui il est. Un frère, avec un sourire arrogant, le présente comme la honte de la famille, le frère cadet, disant impudemment qu'il est plus un cochon qu'un homme. La jeune demoiselle apprend avec stupéfaction qu'il sera envoyé au front dès le lendemain. Un frère s'avance rapidement, suppliant la jeune dame juge de ne pas faire attention à lui. Il le rabaisse sans pitié devant les invités, disant qu'il n'est qu'un pit venu payer pour ses crimes. Il reconnaît immédiatement ce nom et comprend elle est la célèbre et géniale épéiste Juge Swal. Il se souvient avoir entendu dire qu'elle voyage de famille en famille pour acquérir de l'expérience. Il est donc clair maintenant pourquoi elle est ici. Il se lève du sol lorsque son plus jeune frère GS approche de lui avec un sourire moqueur. Un frère ou une sœur demande en souriant comment s'est passé l'entraînement et le défie de montrer ses nouvelles compétences. Jin essaie de balayer cela d'un geste, disant qu'un jour d'entraînement ne changera rien, alors il ferait mieux de se dépêcher de revenir. Irrité d'avoir été refusé, le frère le frappe soudainement pour l'humilier. À la surprise de tous, Jin attrape facilement le poing autour de sa main, scintille faiblement une aura violette. Elle, attaquant, reste figé sans un mot, stupéfait que son coup ait été repoussé si facilement. Jeune Vance a compris à quel point son corps actuel est faible, même un simple blocage de cou lui cause de la douleur. Les autres frères et sœurs éclatent de rire, taquinant G en disant qu'il a été arrêté par un cochon, et se moquant de son cou lent. Humilié et furieux, G se précipite en avant et lance une attaque encore plus sérieuse et rapide. Il assène à Jin une série de coups fulgurants, et celui-ci semble simplement les accepter sans riposter. Le garçon grimace sous la rafale de coups, avalant la douleur, tandis qu'il est repoussé en arrière. Mais, en observant les mouvements, il ressent soudainement que le style des attaques est étrangement familier. Soudain, il a eu une révélation, il a reconnu le schéma dans les techniques de son frère. Il est sûr c'est le style de combat unique de la famille Sanvo en action. Jai continue son attaque implacable, sans se douter qu'il exécute le rafale 13 coups. Un large sourire admiratif éclaire le visage de Jin, réalisant la possibilité. Il s'exclame que c'est bien. Elle, assaillant, s'immobilise, déconcerté par la réaction étrange et joyeuse de son frère. Jin recule brusquement, dit qu'il s'est trompé, puis taquine son frère. Plus vite, attaque plus fort. Les spectateurs rient aux éclats et taquinent G, disant que ses attaques doivent être agréables pour celui qu'elle touche. Pris d'une colère pure, Jin crie et se jette de nouveau en avant, tandis que Jin rit prêt à continuer. Quand on lui a montré clairement, tout s'est enfin mis en place, il ne pouvait pas comprendre cela à partir des instructions. Il reconnaît la technique vague brisante de Gale, elle frappe avec les poings et vise les points faibles. Mais il voit que son frère fait les mouvements incorrectement, et une brèche évidente ouvre dans sa défense. Avec une explosion d'énergie rose claire, Jin frappe la poitrine de son frère, touchant parfaitement le point faible découvert. Jai trébuche en arrière, toussant du sang à cause d'une contre-attaque soudaine et puissante. Jin inspire profondément et recule brusquement pour créer de la distance, son corps s'est retiré après un bref affrontement. L'aîné des frères a balayé la victoire un geste moqueur, attribuant le succès à une simple chance, et a lancé un défi à Jin, montre-leur la technique encore une fois. Alors le jeune homme a compris qu'il était trop épuisé pour continuer et ne pouvait pas risquer de montrer ce dont son corps était capable maintenant. La brillante Juge Sioyel a élevé la voix et a déclaré que le comportement du frère était une pure déception. Déconcerté, l'aîné des frères tente précipitamment de se justifier, affirmant qu'il s'apprêtait justement à rendre visite à son frère blessé. Pendant que les frères aident le tombé de scie, Jin pense avec dégoût comme c'est pitoyable être si longtemps celui qu'ils ont vaincu. Avec une fierté blessée, ils relèvent leur frère blessé et s'en vont, vaincus. À peine parti, Jin s'effondre sur le sol avec soulagement, sachant qu'il doit se renforcer. Puis, allongé sur l'herbe, il ferme les yeux complètement épuisé après le combat et une journée d'entraînement intense. Il sursaute en ouvrant les yeux et voit que son père se tient au-dessus de lui, le regardant avec une expression neutre. Alors le jeune homme se lève précipitamment et, bredouillant, tente d'expliquer son comportement prétendument paresseux. Mais le père lui dit simplement qu'il a bien travaillé et réussi, offrant un rare sourire doux d'approbation. Jin resta sans voix, ému par les paroles inattendues de louange de son père habituellement distant. Le chef de famille révèle la vérité parmi ses 4 mariages.
un seul était de son propre choix. Il avoue qu'il croyait sincèrement autrefois tout ce qu'il faisait était pour la famille, mais maintenant il a des doutes. Il demande avec insistance si son fils a lu le manuel du Soundwoof très épais, et Jin confirme brièvement que oui. Puis le chef de famille dit qu'il allait s'entraîner à l'épée et ordonna à son fils de se reposer un peu avant de revenir à l'intérieur. Il sort son épée, le visage sérieux et concentré, il se prépare à démontrer les formes. Avec des mouvements rapides et puissants, il exécute avec finesse les techniques légendaires à l'épée de la famille. Jin se tient là, regardant avec admiration, il reconnaît cette danse fluide et mortelle qui sonne comme Wu très épais. Le chef de famille répète encore et encore les formes de la première à la 13e, et chaque fois de plus en plus vite. Avec une explosion d'énergie brillante, il exécute les techniques avec une force et une précision incroyables. Le garçon ressent soudain un élan de gratitude, réalisant que son père lui montre personnellement les formes rien que pour lui. En revenant à la bibliothèque, il s'assoit au milieu d'une pile de livres et peut désormais, avec une mémoire fraîche, vérifier et se référer au manuel. Il feuillette les journaux intimes des ancêtres, il y trouve des indices précieux. Mais l'art lui reste néanmoins incompréhensible. Il pose une pile de livres et avoue que même les formes de base sont difficiles à comprendre complètement. Lorsqu'il soulève un autre livre, un détail étrange sur la couverture, arrête, il immobilise et écoute pour mieux observer. Soudain, il remarque qu'un côté de la couverture du livre est visiblement plus épais que l'autre. Il ouvre délicatement la couverture épaisse, suspectant que quelque chose pourrait s'y cacher à l'intérieur. Et en effet, comme il s'y attendait, il trouve dans la reliure du livre un petit morceau de parchemin plié caché. Il déplie la feuille cachée et découvre à l'intérieur des explications sur des formes supplémentaires. Alors qu'il étudie attentivement le document, des illustrations détaillées de la 14e forme apparaissent devant lui. En retournant la feuille, il immobilise au verso, il y avait aussi des instructions pour la 15e forme. Il regarde les techniques cachées, et une compréhension commence lentement à s'allumer sur son visage. Plus tard cette nuit-là, le manoir familial est plongé dans le silence, tandis que des lumières douces brillaient à l'intérieur des maisons. Dans sa chambre, Sanwoo Yanhua est assise à sa coiffeuse, arrangeant doucement ses cheveux et regardant attentivement son reflet. Elle soupire doucement, et ses pensées retournent lentement aux événements qui se sont déroulés plus tôt dans la journée. Ses pensées se tournent instantanément vers la juge géniale venue de l'extérieur, Seyeol, et vers le tumulte fou qu'elle a causé parmi ses frères. Elle se souvient comment ses propres proches se sont éparpillés en compliments et ont flatté cet invité célèbre du don céleste pic de l'épée. Revenant au présent, elle passe désespérément ses mains dans ses cheveux, souhaitant être un peu plus forte. Ses servantes entrent en bavardant sur le fait que le 3e jeune maître a battu le 4e maître et elle a blessé. Il voulait se vanter devant Lady Jude avec elle, une des servantes, et celle-ci est soudain évanouie juste devant ses yeux. Les servantes éclatent de rire à cette histoire humiliante, mais un mouvement soudain les fait immédiatement se taire. Yanhua se lève, ses yeux brûlant d'une lumière rouge menaçante, et elle leur demande de répéter ce qu'elles viennent de dire. Effrayées par son changement soudain de comportement, les servantes confirment nerveusement que l'histoire est vraie. Elle est stupéfaite et en colère, elle ne peut pas croire que Jin ait osé nuire à leur frère. Pendant ce temps, la juge Seyeol reçoit de sa compagne un document contenant des informations sur Soundwoo Jin. La géniale épéiste remercie sincèrement son amie et promet de rendre l'argent qu'elle a dépensé pour acheter l'information. Son compagnon étonne et demande pourquoi elle s'intéresse autant à ce jeune homme corpulent, et le juge avoue que sa stature, a choqué. La fille aux cheveux bleu clair acquiesce, remarquant que ses yeux ne sont que de fines fentes cachées dans ses joues potelées, tandis qu'il serre fermement un ours en peluche. L'ours en peluche dans ses mains semble expirer doucement comme s'il imitait un gloussement. Uge suggère en plaisantant que son ami intéresse à Jin uniquement parce qu'il ressemble à cette poupée préférée qu'elle porte toujours avec elle. Mais son compagnon explique calmement cette technique est tout à fait ordinaire, et cela a éveillé sa curiosité sur son passé. Le génie reconnaît la perspicacité de son ami, mais ne peut comprendre pourquoi elle s'inquiète pour une personne d'une telle faiblesse physique. Elle réfléchit avec un sourire amer si même leur propre maître n'a pas pu comprendre la curiosité de son ami, alors elle a aucune chance de la déchiffrer. La géniale épéiste émerveille que sa compagne puisse lire quand ses cheveux lui couvrent les yeux. La fille aux cheveux bleu clair dit simplement en voyant les lettres, elle peut les lire. Uge regarde pensivement la coiffure inhabituelle de son ami et hésite à lui proposer de la changer. Et sa compagne taquine, elle pourrait même être jalouse, si Jude recevait encore plus d'attention qu'il n'en a actuellement. Le juge rit et dit qu'il est heureux d'avoir un ami qui ne cherche pas l'attention. La jeune fille répondit qu'elle ressent la même chose, et apprécie que Jude ne ressemble pas à un membre typique de sa célèbre famille. Le lendemain matin, Jin se prépare à partir au front, son père et sa sœur se tiennent à ses côtés pour l'accompagner.
Le chef de famille, serrant la main de son fils, dit « Prends soin de ta santé et apporte honneur à notre nom pendant ton absence. » Jin s'incline respectueusement et promet qu'il honorera cette famille et reviendra les revoir. Il se retourne pour remercier sa sœur qui est sortie si tôt. Mais elle sourit simplement et dit que est tout à fait naturel pour un si long voyage. Puis Janua lui tend un paquet soigneusement emballé, prend-le pour la route. Accord. Il attrape le paquet et demande ce qu'il y a à elle intérieur. Et elle explique qu'elle a préparé des boules de riz pour qu'il puisse manger. Il demande avec espoir dans la voix si elle les a faites elle-même, elle sourit et dit oui. Mais avoue honnêtement qu'elle ne peut pas garantir le goût. Le jeune homme sourit chaleureusement, la remercie et dit qu'il les appréciera avec plaisir, la qualifiant d'unique qu'il est. Après avoir dit le dernier adieu, il saute en selle prêt à partir au front. Son père et sa sœur observent en silence alors qu'il part avec son escorte du domaine familial. Et un peu plus tard, le groupe S engage sur un sentier étroit à travers une forêt dense, se dirigeant vers son objectif. Soudain, Jin tire brusquement sur les rênes, le cheval S s'arrête net, stupéfiant les gardes derrière. Un des hommes demande la raison de cet arrêt soudain, mais Jin se contente de dire qu'il n'est pas encore temps de se reposer. Il observe le chef du groupe Jang Gansong et remarque que celui-ci a l'air inquiet, comme s'il craignait que Jin ne cause des problèmes. Le jeune homme informe calmement les accompagnateurs abasourdis qu'il compte courir le reste du chemin jusqu'à Yunnan. Il précise qu'il ne le fait pas seulement pour l'entraînement, mais aussi pour perdre du poids. Les gardes ne le croient pas, ils lui rappellent la grande distance et sa condition physique actuelle. Le chef soupire, comprenant sa détermination, mais s'inquiète des pertes qu'ils devront subir à cause du contrat. Voyant leur hésitation, Jen demande au chef ce qu'il pense du cheval qu'on lui a donné pour le voyage. Homme est d'accord, le cheval est vraiment magnifique, mais il ne comprend pas où ce jeune homme veut en venir. Jin propose ensuite de donner le précieux cheval aux accompagnateurs, le chef immobilise un instant, incapable de prononcer un mot. Les autres gardes commencent aussitôt à chuchoter, ils ont compris qu'un tel cheval vaut une somme considérable. Ils attendaient à ce qu'ils essaient d'en profiter, mais leur avidité déçoit quand même un peu. Le chef, cependant, soupire et décide d'être honnête avec le jeune seigneur. Il explique que pour un cheval de cette qualité, une telle somme est trop élevée pour qu'ils acceptent de la prendre simplement comme paiement. Impressionné par cette sincérité inattendue, Jin s'excuse d'avoir jugé à tort le guerrier et loue sincèrement son caractère. Mais il a timidement repoussé le compliment, avouant qu'il comprend parfaitement la valeur de ce cheval. Il ajoute qu'il a lui-même peur s'il prenait un animal aussi merveilleux, sa détermination pourrait faiblir. Jin propose doucement, considérons cela comme un échange mutuellement bénéfique. En échange du cheval, il demandera quelques commodités. Le chef regarda le jeune seigneur avec un nouveau respect, il comprit que ce n'était pas du tout la personne que les rumeurs décrivaient. Il accepte les conditions, serre la main de Jin, et promet qu'ils feront tout pour lui venir en aide. Et ainsi commença sa longue course, un voyage qui aurait pris 3 jours à cheval, mais beaucoup plus longtemps à pied. Il sait que ce travail épuisant sera très difficile, mais il est sûr qu'il deviendra la nourriture de sa renaissance. Avec une détermination de pierre, il jure cette fois dans la vie, il deviendra un autre homme quoi qu'il en coûte. Le voyage est avéré très rapidement trop lourd pour son corps non préparé, il est senti mal, à cause de la fatigue excessive. Ses gardes se sont précipités vers lui, craignant qu'il ne cherche une excuse pour éviter de partir au front. Mais il a écarté leurs inquiétudes, s'est essuyé la bouche et a déclaré qu'il avait assez reposé et était prêt à partir. Bientôt, il était allongé sur le sol, étendu sur le dos, complètement épuisé, tandis que ses accompagnateurs restaient debout à le regarder. Les hommes près des chevaux n'en croyaient pas leurs yeux, il avait tant de mal à courir. Il n'a même pas tenu 30 minutes, et maintenant il a l'impression qu'il est trop tard pour bouger ne serait-ce qu'un doigt. Il a senti le mouchoir essuyer doucement la sueur de son visage, et a levé les yeux, embarrassé. Une jeune femme aux cheveux bleus lui offre un mouchoir et lui dit d'essuyer la sueur. Il a sursauté en la voyant, a reconnu la jeune dame Chiyon, Yan, et a rougi de honte à cause de son état. La jeune fille est figée de surprise, comment connaît-il son nom? Il a expliqué doucement que sa mémoire le lui avait soufflé dès hier. Elle lui dit de garder le mouchoir, elle en a encore plusieurs, et le lui met dans la main. Tenant le tissu près du visage, il reste perplexe et ne sait pas comment réagir à sa bonté inattendue. Elle sourit légèrement et dit quelques mots d'encouragement, promettant qu'elle le soutiendrait. La jeune femme se retourna et partit, le laissant parmi les accompagnateurs qui reprirent leur marche. Les gardes étaient impressionnés et jaloux, il avait reçu un mouchoir de la part une si gentille fille. Il ressent une montée de fierté, bien qu'il soupçonne que sa gentillesse n'avait aucun sens romantique. Sentant un regain de force grâce à l'encouragement, il se leva d'un bond et incita les hommes à continuer de courir. Mais son enthousiasme renaissant ne dure pas longtemps, bientôt il s'effondre à nouveau et tombe malade. Voyant son état,
les hommes décidèrent qu'il était temps de s'arrêter et de grignoter un peu avant de repartir. Il salivait à l'idée de manger, et il comprit que lors de ce voyage, il faudrait souvent manger en plein air. Plus tard ce soir-là, le groupe dans la forêt allume un feu de camp et prépare le dîner nocturne. Jin s'approcha des hommes et demanda s'ils pouvaient lui donner un peu de leur nourriture. Le chef accepta, mais demanda avec curiosité pourquoi ne mange-t-il pas le plat que sa sœur avait préparé pour lui. En riant méprisamment, il déclara franchement que les plats de sa sœur étaient immangeables. Les hommes éclatèrent de rire, convenant qu'il serait injuste qu'une belle demoiselle une famille respectable, sache aussi bien cuisiner. Un des gardes plaisante sur sa rudesse, mais le sourire de Jin disparaît soudain, tout lui devient clair. Il serre le poing, une expression sombre assombrit son visage, car une nouvelle pensée inquiétante tourne dans sa tête. Quelque part au loin, il s'imagine de petits animaux et des oiseaux qui ont peut-être mangé les boules de riz abandonnées. Tout devient sombre dans sa tête, les créatures gisent sans vie sur le sol, confirmant ses craintes. Il se souvient que cette fois sa sœur Yanva se comportait tout à fait différemment de sa vie passée. Dans sa vie passée, elle était sa seule famille, et dans ses yeux inquiets il trouvait du réconfort. Mais maintenant il se rappelle cette haine incompréhensible et ce mépris qu'il avait autrefois écarté comme une invention. Enfin, il comprit que son idiot ancien lui ne remarquait pas la vérité qui se trouvait juste sous son nez. Lui, depuis le début, sa sœur N a jamais été de son côté, et peut-être même était-elle impliquée dans le meurtre de son ami. Il a le cœur serré par la perte, à peine avait-il gagné la confiance de son père, qu'il perd maintenant sa sœur. Il se lève, rempli d'une nouvelle détermination, et dit aux hommes qu'il est prêt à poursuivre leur entraînement. Avec un sourire doux, il demande s'il peut emprunter, une de leurs lames pour s'entraîner. Le reste du voyage du jeune homme fut une formation interminable et épuisante. Il courait pendant qu'il voyageait, agitait sa lame pendant qu'il se reposait, et se donnait jusqu'à la dernière goutte. Il dormait même moins, s'entraînant obstinément à ses méthodes de cultivation, résolument déterminé à ne pas perdre un seul instant. Il sait que avant-garde est un piège mortel, alors il n'a pas d'autre choix, il doit se pousser jusqu'aux limites de ses capacités. Le chef de son escorte avoue qu'il n'a jamais vu quelqu'un entraîné aussi intensément que le jeune maître. Il avoue au début, il ne pensait pas que Jin tiendrait longtemps, et maintenant il a honte de sa première impression. Le garçon se contente de sourire et dit doucement qu'il se bat simplement parce qu'il ne veut pas mourir. Soudain, il trébuche et tombe par terre, une vague de vertige l'envahit après l'entraînement épuisant. Les escortes dégainent instantanément leurs armes, sentant le danger. Ils demandent à haute voix « Qui va là ?» Un groupe d'hommes grossiers sortit des arbres en ricanant méchamment de leur attente de politesse pendant une bagarre. Un grand groupe de brigands les encercla et ordonna de jeter les armes et de se rendre. Le chef des bandits, un géant avec une hache à double tranchant, menace de leur fendre la tête en deux. Le chef de l'escorte est figé. Stupéfait, il a reconnu homme McGu, Sam, le tristement célèbre chef de la bande Tigre Vert. Il murmura rapidement à Jin « Prends le cheval et fuis si le combat commence ». Jin se souvient avoir entendu parler du chef des brigands, il était connu comme un maître bien entraîné en arts martiaux. Le chef de l'escorte avança et salua respectueusement le bandit, reconnaissant ouvertement sa réputation. Il propose de payer un tribut, espérant régler la situation par une conversation pacifique plutôt que par une bagarre. Le chef des bandits accepte, disant que le paiement semble juste, puis annonce leur tribut et tout ce qu'ils possèdent. Pendant que ces hommes rient, le chef de escorte supplie désespérément Jin de monter à cheval et de s'enfuir. Mais le jeune homme ne recule pas, exigeant furieusement de savoir comment ils ont osé attaquer le troisième fils de la famille San-Wu. Le chef de la bande le regarde attentivement, manifestant une surprise évidente en apprenant qu'il vient d'une famille si respectée. Le chef de la bande renifle simplement « On ne l'intimide pas avec un nom », et il n'est clairement pas effrayé. Avec assurance à chaque pas, Jin et ses gardes se préparent à l'inévitable affrontement avec la bande du Tigre Vert. Le chef des bandits, accuse d'avoir tenté de les tromper, et Jin insiste nerveusement qu'il vient de la famille Song-Wu. Pour prouver qui il est, il sort un médaillon familial en or et le montre comme preuve de son origine. Le chef exige sévèrement qu'il lance le médaillon pour inspection, refusant lui-même de s'approcher davantage. Un des accompagnateurs le met vivement en garde de ne pas s'approcher car il sentait un piège, mais le bandit grogna qu'il attaquerait il ne se soumettait pas. Jin accepte à contre-cœur de le lancer, mais insiste le bandit doit le lui rendre après avoir vérifié s'il est authentique. Il lance le médaillon en LR, et le chef des brigands tend la main pour l'attraper. Homme saisit l'objet en or. Un triomphe éclaire son visage. Il se prépare à l'examiner attentivement. Mais dès qu'il regarda en bas, Jin bondit en avant à une vitesse incroyable, l'épée déjà en main et prête à frapper. Il lance une attaque puissante, le chef des bandits n'est absolument pas prêt. Embuscade a pris par surprise. Le chef de la bande poussa un cri de douleur lorsque la lame enfonça en lui, il n'eut pas le temps de réagir. Ses hommes et les accompagnateurs restèrent figés,
stupéfaits et silencieux, regardant leur chef être blessé en un instant. Comprenant que était un piège, les bandits dégainèrent instantanément leurs épées et se précipitèrent en avant pour attaquer. Mais Jin est prêt pour eux, les mains fermement sur la garde de l'épée. Il se prépare au combat. Il avance à la rencontre de leur assaut, repoussant les attaques un regard calme et concentré. Dans un tourbillon de mouvements rapides et précis, il tranche aisément les bandits qui se jettent à l'attaque. Sa lame scintille d'une faible lueur rose lorsqu'il fend les rangs de ennemis, laissant derrière lui un chemin de destruction. Le commandant de escorte, voyant son jeune seigneur au combat, encourage ses hommes et les mène à l'assaut pour le soutenir. Le reste des bandits, saisis d'horreur devant son incroyable maîtrise, paniquent et tentent de fuir. Il se tient vainqueur, dos aux hommes en fuite, envahi par le sentiment d'avoir raison. Il serre l'épée ensanglantée et ressent enfin comment corps et âme, après tant d'années, ne font plus qu'un. Il éprouve une profonde satisfaction, se réjouissant de l'atmosphère familière du champ de bataille. Il se tient au milieu des bandits abattus, le seul encore debout, tandis que ses compagnons abasourdis sont à ses côtés. Mais dès que l'adrénaline retombe, il effondre au sol, complètement épuisé par le combat. Les gardes se précipitent vers lui, se penchant au-dessus de lui avec un mélange de crainte et d'inquiétude. Le chef, ne croyant pas ses yeux, demande si ce n'est pas un vieil homme rajeuni. Il ne peut tout simplement pas croire qu'un maître si jeune possède une telle maîtrise. Jin rit et fit un geste de la main. Aucun ancien rajeuni ne effondrerait épuisement après un seul combat. Le chef est d'accord, mais note que est quand même impressionnant si jeune, et il tue sans hésitation. Il ajoute que est encore plus étrange de le voir se reposer si confortablement dans un endroit plein de cadavres. Puis il se souvient que son épée a soudainement brillé, et s'émerveille en se demandant si ce n'était pas la légendaire épée Kai. Les hommes restèrent figés d'étonnement. Il a utilisé le célèbre Soundwoo très épais, la même technique respectée des lames fantômes. Le chef est impressionné par la puissance de la deuxième technique droite d'une famille aussi célèbre. Il a honte de 20 ans d'énergie accumulée, alors Jin demande par quelle méthode elle a accumulé. L'homme dit, franchement, il ne connaît que la méthode de cultivation des 6 harmonies C et tout ce qu'il a pu obtenir. Jin reconnaît là une technique ordinaire de 3e ordre, qu'on trouve facilement sur n'importe quel marché. Il dit soudain à l'homme que accumuler de l'énergie pendant 20 ans avec une méthode aussi simple est vraiment impressionnant. Le chef appela ses hommes à partir. Sur son visage se mêlait à la fois confusion et une détermination renouvelée. Jin observe comment il voit en cet homme le reflet de lui-même dans le passé, un homme dont les efforts n'ont pas porté fruit à cause du manque de ressources. Les hommes mènent leurs chevaux, car après la bataille, leur respect pour le jeune seigneur a incroyablement grandi. Le jeune guerrier est assis en silence, plongé dans ses pensées. Un nouveau plan naît dans sa tête, pendant qu'ils se préparent à partir. Après des jours de course et d'entraînement continu, le groupe est enfin arrivé à l'entrée de la province du Yunnan. Enfin, après 9 jours difficiles sur la route, le groupe arrive à une véritable auberge, et tous poussent un soupir de soulagement. Jin offre généreusement de payer une tournée de boissons pour célébrer leurs derniers jours ensemble en tant que groupe. Les hommes scandent joyeusement, le louent pour sa générosité, et répètent qu'ils croient en lui. Il sourit, heureux de partager le dernier repas avec les hommes qui ont marché avec lui sur ce chemin difficile. Plus tard, ils sont tous assis à la table, sirotant et partageant des histoires de leur voyage. Un des guerriers dit franchement que dès que cette affaire sera terminée, il rentrera chez lui auprès de sa femme et de ses enfants. Un autre homme le taquine selon lui. Les guerriers voyageurs ne devraient pas avoir de famille qui les attache. Pendant qu'il plaisante, le propriétaire de l'auberge annonce l'arrivée une belle jeune dame. Jin et les autres se retournent pour voir qui et elle, un des hommes la reconnaît, il la connaît de leur voyage. La jeune dame Kyongyan franchit le seuil de la taverne, un calme habituel et une retenue sur son visage. Elle balaie la pièce du regard, et un instant ses yeux croisent ceux des hommes à la table. Escorte la reconnaît instantanément, la même bonne dame qui a tendu un mouchoir à Jen Handkerchief sur la route. Un des hommes pousse Jin, et montre avec enthousiasme la jeune dame Kyong. Yain est arrivée. Il se lève, agite la main énergiquement, appelle, et remarque quelle coïncidence que nous nous soyons rencontrés. Elle invite avec impatience à se joindre à eux à la table, libérant une place pour qu'elle puisse s'asseoir. Il rit nerveusement et ne comprend qu'alors s'est déjà installée avant même qu'il ait fini son invitation. Les hommes, accueillent chaleureusement, lui offrent une boisson, et demandent si elle veut commander quelque chose à manger. La nourriture, elle refuse poliment pour l'instant, son visage est pensif, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis, à la surprise de tous, elle dit qu'elle compte aussi partir volontairement au front. Jin reste figé par ses paroles, ne croyant rien de ce qu'il vient d'entendre. La jeune fille couvre sa bouche de la paume, errant à la recherche de mots pour expliquer son acte soudain. Jin a du mal à y croire, car il sait que même les guerriers célèbres hésitent à aller dans un endroit aussi dangereux.
Il demande directement pourquoi elle veut aller volontairement au front, mais elle reste silencieuse. Changeant de sujet, il remarque qu'elle semble avoir beaucoup maigri depuis leur dernière rencontre. Il rit et explique que c'est à cause de l'entraînement, et elle sourit et acquiesce, il est vraiment devenu assez mince. Un des accompagnateurs intervient et félicite le jeune seigneur pour son incroyable assiduité pendant leur voyage. Il ajoute que depuis qu'il a maigri, le jeune seigneur est devenu vraiment attirant, et Jean acquiesce fièrement. La jeune demoiselle s'excuse poliment, dit qu'elle doit sortir un instant, et se lève de la table. Elle s'éloigne du groupe, le visage impassible, et se dirige vers une partie plus calme de la taverne. Les hommes à la table replongent dans une conversation joyeuse, et invitent Jean à boire encore. Il accepte joyeusement, profitant de la compagnie amicale et d'une courte pause après leur long voyage. Dans une clairière tranquille dehors, la jeune fille soupire de soulagement, elle peut enfin être seule. Elle se confesse doucement à elle-même que l'apparence amaigrie du jeune monsieur lui semble assez mignonne. Mais son nouveau look lui a immédiatement rappelé sa poupée préférée, un petit ours en peluche, qu'elle appelle affectueusement Dumpling. Elle se souvient à nouveau de cette impressionnante technique avec laquelle il a réglé son compte aux bandits, et ces détails intrigants sur son passé qu'elle a réussi à découvrir. Mais tout cela a attisé sa curiosité, et elle a attiré vers lui d'une manière qu'elle n'attendait pas. Elle se rappelle aussi sa démarche de canard et son endurance presque irréelle. Elle a senti qu'elle ne pouvait pas simplement l'abandonner et laisser les démons du culte du sang le tuer. Car elle avait vu sa douceur cachée, elle devait donc le protéger des dangers qui guettèrent devant. Était la véritable raison pour laquelle elle le suivait jusqu'à cette fin, mais elle ne trouve pas les mots nécessaires pour le lui dire. Hélène est plus faible, alors elle décide qu'il n'y a plus de raison d'aller au front. Avec une ferme résolution, elle partira chez elle dès le lendemain, sa mission de le protéger est maintenant accomplie. Mais alors qu'elle marchait dans la forêt, un bruit soudain a effrayé, et elle a poussé un cri perçant de terreur. Elle sort le dé à coudre, comme une épée son corps se tend, et elle appelle désespérément à l'aide. Soudain, une force invisible a filé près d'elle, et elle est tombée au sol, essayant de comprendre quelle sorte de monstre cela pouvait être. Une énorme silhouette ombragée dans une auréole rouge flottait au-dessus de elle, son corps musclé annonçant un combat mortel. La créature attaque à une vitesse incroyable, et elle réalise avec horreur qu'elle ne compte pas du tout se défendre. Voyant une fente, elle serre plus fort la poignée de son épée et se prépare à finir le combat d'un coup décisif. Elle libère une puissante rafale de coups. Sa lame brille d'une énergie bleu clair éclatante, tranchant l'air. Elle était complètement choquée, la créature a facilement repoussé son attaque à main nue, et est restée totalement indemne. La silhouette sombre est élancée dans les airs, son corps émettant une énergie sombre et sinistre, prête à frapper. Elle porte un coup puissant, et elle est projetée en arrière en criant de douleur. La créature libère une étrange vague d'énergie qui grandit, et elle doit se concentrer, se préparant à l'impact. Elle parvient à repousser l'attaque, mais la force du coup la pousse quand même, et elle glisse sur le sol. Quand la poussière retombe, elle lève les yeux avec méfiance, ne comprenant pas à quel monstre elle a affaire. Et l'ombre de la créature se dissipe, révélant un homme musclé avec une bouche étrange et cousue. Il pousse un cri bestial et se jette de nouveau en avant. Ses yeux brillent d'une lumière rouge menaçante. Elle serre dans ses mains une épée bleue qui scintille et se prépare à affronter sa féroce attaque avec sa force. Elle se lance dans une série de coups éclairs, mais l'homme part facilement chacun d'eux à main nue. Elle est complètement abasourdie, sa main tremble sous la force de ses parades, et elle ne peut comprendre sa puissance immense. Soudain, un des gardes en faction élance en arrière en criant bruyamment à l'alarme. Il tente d'intervenir, mais elle, homme robuste, attrape la jeune femme et elle utilise comme un bouclier humain. L'épée du garde est brisée en éclats contre la peau incroyablement résistante de la créature, et son bras a tressailli sous le choc. Il regarde sa lame cassée, incrédule, stupéfait par l'endurance surnaturelle de cet homme. Puis la créature attaque sauvagement l'accompagnateur, désormais sans défense face à l'assaut puissant. Elle saisit la jeune femme par derrière, sa main énorme lui couvre la bouche pour étouffer ses cris. La tenant d'une prise brutale, elle la force à regarder la préparation pour achever le garde tombé. La créature laisse échapper un rire sinistre, ses yeux flamboyaient d'une lumière rouge terrifiante, et elle savourait ce moment. Une jeune fille regarde avec horreur, les yeux grands ouverts de peur, tandis que le monstre la tient captive. La créature allait frapper quand un éclat de lumière a traversé l'air et l'a frappé directement en plein cœur. Un coup puissant a projeté la créature en arrière. Sa tête s'est brusquement renversée sous la force du choc. Jean et le reste des gardes apparaissent au dernier moment, et ils se précipitent vers la jeune dame pour assurer qu'elle va bien. Un des hommes pousse un cri de désespoir en voyant que son compagnon Yanga est mort au combat. Jean ordonne à tous de retourner à la taverne, mais les hommes n'osent pas abandonner leur camarade tombé. La créature pousse un autre cri furieux et se jette sur le groupe avec une nouvelle fureur. Jean attire rapidement la jeune fille vers lui.
devenant son bouclier contre l'attaque impitoyable du monstre. Il affronte l'attaque de la créature de front, leurs lames entrechoquent dans une pluie d'étincelles et d'énergie rouge. Il crie à tous retourner à la taverne. Son visage est sombre, il a reconnu un ennemi redoutable. La jeune demoiselle, encore sous le choc, regarde sa manche déchirée, un sombre rappel de la proximité de la mort. Elle regarde le monstre, la peur et la confusion se battent en elle, et elle essaie de comprendre ce cauchemar. Une jeune fille se tient les yeux grands ouverts, saisie par l'horreur, complètement figée par une attaque soudaine et brutale. Le monstre attaque avec une puissante entaille rouge, mais Jean se précipite instantanément en avant pour protéger la fille du coup. Il pousse un rugissement féroce, son corps musclé brille d'une énergie sombre et menaçante. Jean jette brusquement la fille au sol, lui couvre la bouche de la main et lui fait signe de ne pas faire de bruit du tout. La créature se tient au-dessus d'eux, elle est sombre, comme si elle pulsait, explorant lentement les environs proches. Soudain, il remarque que l'étrange homme avait les yeux fermés tout ce temps. La jeune demoiselle, prise d'une horreur croissante, réalise que la vue du monstre est manifestement gravement altérée. Elle se colle à lui par peur et demande s'il va bien, tandis que la créature se tient menaçante à côté. Un large sourire effrayant se répand sur le visage du monstre. Sa bouche cousue s'ouvre en grand. Soudain, il se retourne brusquement et fonce vers la taverne, et Jean comprend que les autres personnes sont en danger mortel. À l'intérieur de la taverne règne un chaos total, le monstre attaque, et un enfant se trouve au cœur du combat. Un des accompagnateurs, est étendu mort sur le sol, et les visiteurs crient d'horreur, le traitant de monstre. Et la fille regarde avec horreur comment la créature vise un autre de ses hommes. Le monstre fait rage dans la pièce, fauchant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il attrape à main nue l'épée du garde, et l'homme, choqué, regarde en se demandant. Ne sachant pas dès où il est apparu, le garde effrayé tremble, suppliant pour sa vie, tandis que la créature le serre de plus en plus fort. Juste au moment où le monstre lève la main pour le coup final, Jean se précipite en avant pour intervenir et repousse l'attaque. Repoussant en arrière, il projette le garde en LR et l'envoie en sécurité, puis se jette résolument sur la créature. Le chef de l'escorte lui ordonna de battre en retraite, mais Jean cria pour que tout le monde se taise et resta fermement sur place. Les autres gardes paniquent, l'un appelle la police. Un autre crie suppliant pour être sauvé. Le jeune guerrier comprend que la situation est terrible et doit d'une manière ou d'une autre faire taire le monstre. Le monstre, recroquevillé parmi les débris, cria que personne ne survivrait à cette nuit. Le chef de l'escorte resta figé d'horreur en comprenant que le monstre se préparait à les attaquer de nouveau. Dans une tentative désespérée, Jean fonce soudainement à travers la pièce et pousse un cri puissant pour attirer son attention. Il saisit rapidement le bord de la grande nappe et la tire de toutes ses forces. Dès un coup puissant, il renverse toute la table, et la vaisselle se brise avec fracas sur le sol. Les bruits le mettent hors de lui, le monstre tourne brusquement la tête et crie pour que tout le monde se taise. Maintenant que la créature est entièrement concentrée sur lui, Jean se tient prêt, juste en face d'elle au milieu de la pièce. Ses gardes regardent tendus, ne sachant pas ce que le jeune maître a en tête. Une jeune fille observe ce qui se passe, et sur son visage se lisent à la fois l'inquiétude et la curiosité. Jean se tient à côté d'un petit tabouret, son regard fixé sur un adversaire aveugle mais incroyablement fort. Il pose fermement la main sur l'assise en bois, vérifiant son poids et sa position. Dès un coup sec de pied, il pousse le tabouret, celui-ci glisse rapidement sur le sol dans la direction opposée. Le monstre tourne instantanément la tête, ses sens captant le bruit du tabouret en mouvement. Le chef de l'escorte couvre rapidement la bouche de son compagnon, il a compris qu'un silence absolu est nécessaire. L'homme effrayé se débat encore un instant, les yeux grands ouverts de peur, puis soudain comprend le plan. Jean se retourne, désespéré, cherchant n'importe quel objet pour détourner l'attention. Soudain, une jeune fille saute haut dans les airs, son corps émettant une vive lueur bleue. Elle frappe un coup puissant de pied directement sur le côté de la tête du monstre, et l'écho du coup résonne jusqu'à l'extrémité. Après avoir frappé, elle fait gracieusement un salto sur le côté, s'éloignant de la créature étourdie. Elle atterrit en squat bas sur le sol, les yeux fixés sur l'adversaire, elle est prête pour sa réaction. La jeune fille se jette en avant, dans ses yeux une détermination féroce et inébranlable. Elle déchaîne une rafale de coupures fulgurantes, sa lame brillante vole si vite que la créature ne peut la parer. Au milieu du combat, elle crie à Jean, lui demandant d'expliquer rapidement la situation à l'autre. Il crie, le monstre reconnaît les humains uniquement par le son. Il ordonne à tous de se taire complètement, les accompagnateurs effrayés pressant instantanément leurs paumes contre leur bouche. Ils essaient même de ne pas respirer bruyamment, comme si chaque inspiration pouvait les trahir. Mais Jean sait simplement se taire, n'est pas une façon de vaincre un ennemi aussi fort. Il avertit, si la créature ne peut pas entendre, elle passera à l'odorat et commencera à les traquer. Pour riposter, il doit agir le premier, et il trouve enfin un moyen d'attirer l'attention du monstre. Il voit un bol rempli de pièces enfilées sur un fil, et comprend instantanément c'est l'outil parfait pour son plan.
Il sait, il faut agir rapidement, tant que la créature est encore distraite par l'attaque de cette fille. Elle se retourne, surprise, un instant déconcertée par ce que fait le jeune guerrier. Il tient une bouteille d'alcool et un peu de nourriture, porte un doigt à ses lèvres faisant signe de se taire. C est une confrontation tendue, la jeune fille occupe le monstre pendant que Jin prépare son piège. Le plan est le suivant: d'abord attirer l'attention de la créature avec le tintement des pièces. Il lance les fils de pièces, espérant que le tintement simultané embrouillera le monstre et le paralysera. Lui, pendant que le bruit le déroute, il aura une chance de s'approcher discrètement. Dès que les pièces sont teintées, le monstre immobilise et se retourne, essayant de trouver la source du son. L'accompagnateur reste figé de stupeur, regardant un objet en céramique se briser non loin du bruit sur le sol. Le plan fonctionne parfaitement, et Jin s'approche silencieusement par derrière la créature distraite, sans émettre aucun son. Il sait qu'il ne peut se permettre aucune erreur, un seul contact avec le monstre, et il périra. Il pose prudemment ses mains sur le cou de la créature, retenant son souffle en prenant la position nécessaire. Mais à ce moment décisif, un hoquet bruyant échappe de sa bouche, brisant le silence tendu. Le son résonne dans la pièce, et même l'un des accompagnateurs effrayés hoquette de panique. Oreille du monstre tressaillit, il capte instantanément le bruit soudain, son corps se tend. Il tourne lentement la tête vers lui, et le jeune guerrier reste figé, les yeux grands ouverts de terreur totale. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine, alors qu'il comprend son plan soigneusement élaboré vient d'échouer horriblement. L'entité se penche plus près, renifle l'air et commence à localiser précisément sa position avec son nez. Figé sur place, le jeune guerrier regarde le monstre se pencher, sa gueule, cousue de fils, à seulement quelques centimètres de son visage. Son cœur bat follement dans sa poitrine, il comprend que son erreur fatale, a plongé dans un danger mortel. Les yeux de la créature restent fermés, elle inspire profondément, calculant intensément sa position exacte par l'odeur. Les gardes regardèrent seulement, horrifiés, complètement paralysés par la peur, tandis que la silhouette gigantesque se dressait au-dessus de leur jeune maître. Mais la jeune demoiselle ne compte pas rester à l'écart, son visage s'est durci, elle se prépare à intervenir. Dès un coup sec, elle s'élance en avant, sa lame brillante pointée directement sur le monstre distrait. Il sait qu'il est pris au piège sans issue, il doit agir maintenant, sinon il mourra. Dans un jeu désespéré de vie ou de mort, il déplace ses mains du cou au visage. Dès un mouvement soudain et brusque, il force les paupières du monstre à ouvrir, devant lui apparaissent ses yeux aveugles, remplis de sang. La créature pousse un cri assourdissant de douleur et de surprise, stupéfiant la jeune femme qui regardait avec méfiance. Il secoue la tête en avant et assène un puissant coup de front directement sur la gueule du monstre. Alors qu'il se renverse en arrière, il saute sur ses épaules et le force à ouvrir la gueule, visant son unique point vulnérable. Elle comprend immédiatement son plan. Le corps du monstre est impénétrable, mais à l'intérieur de sa gueule est vulnérable. Sachant que c'est leur seule chance, elle serre plus fort son épée et se prépare à frapper. Autour d'elle explose une aura bleue éclatant, tandis qu'elle canalise toute son énergie dans la lame pour un coup décisif. Elle s'élève haut dans les airs et se retrouve juste au-dessus de la créature entravée. De toute sa force, elle enfonce son épée brillante directement vers le bas dans la gueule ouverte du monstre. La lame a transpercé sa chair et est sortie par la nuque, un coup mortel. Elle tient à peine la poignée, la force du coup secoue son corps tandis que la créature se débat convulsivement. Dans une dernière tentative désespérée, les mains du monstre se sont tendues vers le haut pour saisir la lame profondément enfoncée dans sa gorge. Il se rapproche de son côté et pose ses mains sur les siennes sur la poignée de l'épée plantée dans la créature. Unissant leurs forces, ils appuient tous les deux vers le bas, enfonçant la lame pour achever l'affaire. La main du monstre qui s'accrochait obstinément à la lame avec ses griffes tombe enfin mollement et s'écrase sur le sol avec un bruit sourd. Lorsque la créature gisait enfin morte sous eux, la bataille chaotique est soudainement et silencieusement arrêtée. Ils restent encore un instant là, reprenant leur souffle après le combat acharné. Les accompagnateurs survivants ne peuvent que regarder, sur leur visage se mêlent choc, soulagement et toute une gamme d'émotions. Le lendemain matin, une lumière douce est apparue au-dessus des montagnes lointaines, comme annonçant le début d'un nouveau jour. Deux des accompagnateurs survivants agenouillent, la tête inclinée en signe de deuil pour leurs compagnons tombés. Dans la cour, les corps des morts étaient alignés, couverts respectueusement de draps blancs. 3 gardes restants se tiennent à l'écart, leurs visages sont sombres, ils pleurent leur perte. Un des gardes tourne la tête et remarque immédiatement un jeune guerrier qui s'approche. Homme demandait s'il part maintenant, et le jeune homme confirme, il dit qu'il doit se dépêcher. Le chef de escorte lui souhaite sincèrement un voyage sûr et bonne chance pour le voyage à venir. Après lui avoir serré la main, le jeune homme répond de même, leur souhaitant santé et succès dans leur projet. Puis il dit qu'il a d'abord préparé 5 tomes, mais qu'il ne distribuera que 3. Sous sa soutane, il sort une petite pile, 3 livres reliés, attachés ensemble.
Le chef de l'escorte regarde, embarrassé. Et le jeune homme explique que C est une technique de cultivation bien meilleure que celle qu'ils ont. Ses yeux S élargissent de choc lorsqu'il entend que C est la méthode légendaire de préservation du cœur. Le jeune homme ajoute qu'il a aussi inclus quelques techniques de maniement de l'épée qu'il connaît et dit qu'elles devraient aider. Levant les yeux, il se souvient silencieusement que cette méthode précieuse lui a été donnée par Silpung dans sa vie antérieure. Il se souvient comment cette technique lui a permis en moins de 10 ans d'atteindre ce niveau qui nécessite habituellement 60 ans de développement intérieur, une véritable méthode de premier ordre. Le chef de l'escorte S est figé de surprise et a demandé pourquoi il faisait tout cela pour eux et comment il pourrait jamais le remercier pour un acte aussi grand. Le jeune homme sourit et dit qu'ils ont combattu ensemble pour leur vie, cela les a rendus amis et il n'a plus besoin de livres. Tenant les livres, le chef le regarde avec une profonde gratitude et remercie sincèrement au nom de son peuple. Ayant annoncé qu'il devait partir, le jeune homme S est retourné, et S est éloigné. Une autre explication lui aurait coûté toute une journée de voyage. Il rêve qu'ils se retrouvent un jour à nouveau en tant que maître de premier ordre des arts martiaux. Et l'accompagnateur jure d'atteindre ce niveau et de lui rendre visite pour célébrer ensemble. Et quand les deux se sont éloignés de la taverne, les 3 gardes restants les regardaient à partir dans un silence respectueux. Pendant qu'ils marchaient, la jeune dame a dit avec étonnement qu'il était une personne étrange. Elle n'avait jamais vu un maître d'arts martiaux partager ses techniques avec des étrangers. Il sourit et dit que cela n'a pas d'importance, ces techniques ne sont pas un secret du clan Soundwoo. Sa voix devient grave, il demande si elle compte vraiment aller au front, la mettant en garde contre la multitude de monstres et ce danger terrible. Elle regarde les montagnes et dit qu'elle y a longuement réfléchi et croit que c'est la bonne décision pour elle. Elle se souvient de ce combat cruel de la nuit dernière et explique qu'il y a beaucoup de tels monstres au front. Cela signifie qu'en ce moment même, des gens luttent pour leur vie contre de telles créatures, une réalité dont elle ne peut simplement pas se détourner en rentrant chez elle. Elle affirme avec détermination qu'elle n'a pas appris les arts martiaux pour vivre sous protection, et que son père lui a toujours appris à se tenir fièrement. En revenant vers lui, elle demande directement le voit-il en elle simplement une dame, ou une égale en art du combat. Il serre le poing et comprend il n'y a pas le moindre doute dans ses paroles, elle avait à tort considéré comme une jeune fille immature. Avec un salut solennel, il avoue qu'il a mal évalué la force de ses convictions, et demande sincèrement pardon. La jeune fille sourit, accepte ses excuses, et ajoute qu'il est un véritable homme, capable de reconnaître ses erreurs. Il répond par un geste accompagné d'un sourire à peine perceptible un instant. Un respect mutuel éclate entre les deux guerriers. Enfin, ils sont arrivés à l'endroit où il se dirigeait le grand champ de bataille du culte de Blue Man au Yunnan, connu sous le nom de Zhonglan. Dans la forêt, l'homme pousse un cri de douleur lorsque, par derrière, une lame tenue par un assaillant au sourire sinistre lui transperce le ventre. La femme pousse un cri lorsqu'elle est prise en otage, voyant à terre un compagnon mort, tandis que le cultiste se moque du vaincu. C est une embuscade à grande échelle du culte du démon sanglant, leur jumeau chien. 7 malheurs surgissent des arbres pour encercler la proie. Le chef Gemak tient la femme captive, demande avec moquerie si le mort était son amant, et promet qu'elle l'oubliera bientôt. Son frère, Guyadjel, attrapa une autre femme et commenta grossièrement son apparence, avant que Jimak ne lui dise de se concentrer. Au milieu du chaos, une fusée de signalisation rouge vif élance dans le ciel un signal désespéré pour des renforts. Un des membres du culte remarque de loin qu'une femme en fuite lance un signal. Un autre cultiste aperçoit l'éclair et crie à ses compagnons que le danger approche. Leur chef ordonne de capturer une autre femme avant de battre en retraite, et le groupe saute des arbres pour attaquer. Au sol, une escouade de guerrières se met instantanément en formation défensive, leurs épées sont dégainées et prêtes au combat. Un cultiste attaque avec un puissant soupir, son coup est intercepté par la lame d'un guerrier. Des étincelles jaillissent autour. Les femmes se battent de toute leur force. S'encourageant mutuellement, tenez bon, notre commandant sera bientôt là. Une des guerrières lutte, son épée retient avec tension la lourde lame courbée de l'ennemi. Jimak rit avec mépris, méprisant leurs efforts, et demande s'ils pensent vraiment que leur défense principale, elle, arrêtera. Les femmes guerrières sont beaucoup moins nombreuses, et elles repoussent les attaques de tous côtés, tandis que les cultistes intensifient leur assaut. Mais la femme qui mène la défense respire difficilement, et une immense tension se lit sur son visage à cause de ce combat désespéré. Soudain, le sourire du chef du culte s'éteignit, il leva la tête et sentit une nouvelle présence. Une silhouette solitaire plane haut au-dessus des cimes de la forêt, se dirigeant droit vers le champ de bataille. Voici Mai Yujaim, le 4e commandant de l'escouade du 13e corps Dragon Volant, connu sous le nom de Faucon Dian Kang. Les guerriers épuisés par le combat voient son apparition, leurs visages rayonnent de soulagement, et ils s'écrient joyeusement « Notre commandant d'escouade est là ». Lorsque le commandant de peloton apparut, le chef du culte resta figé de panique,
mais ordonna rapidement à ses hommes de s'occuper des autres, et se précipita lui-même pour combattre celui qui venait d'arriver. Avec 2 faux en main, l'homme se prépare avec assurance à défier seul le redoutable roi faucon moribond. Le chef des escouades plonge rapidement vers le bas à une vitesse incroyable et lance une attaque puissante que le cultiste parvient à peine à éviter. Il regarde son coup énergétique violet passer à peine à côté de la cible, tandis que son regard reste fixé sur l'adversaire. Leurs armes entrechoquent enfin dans un fracas assourdissant, une puissante onde de choc se propagea dans l'air au moment de l'impact. Le cultiste est visiblement surpris, son visage se tord sous la force du coup du chef d'escouade. Dès un autre coup rapide et puissant, le faucon projette son adversaire en arrière, qui écrase au sol avec fracas. L'homme planta le côté de son arme dans le sol, comme pour s'y accrocher afin de freiner sa course, et retrouva instantanément sa stabilité pour le prochain échange. Soudain, un de ses subordonnés cria, le prévenant qu'un autre adversaire puissant était apparu sur les lieux. Sur une branche d'arbre en haut apparaît une femme, reconnue comme Tanieo, un du pic de l'épée du clan Tan. Elle regarde en bas le chaos sous elle, calme et concentrée, prête à se jeter dans la bataille. Le chef du culte serre les dents d'irritation et comprend que la situation vient de devenir beaucoup plus dangereuse. Profitant d'une distraction instantanée, le commandant de l'escouade bondit en avant pour renforcer l'attaque. Leurs lames se sont de nouveau croisées, entraînant les 2 guerriers dans un duel féroce et fulgurant. L'expression du visage de Dian Kang-Hox, une concentration pure, tandis qu'il poursuit son assaut impitoyable. Leur combat est un tourbillon flou de mouvements, où l'acier et l'énergie entrechoquent encore et encore sur tout le champ de bataille. Le chef du culte attrape un otage et ordonne à son frère de saisir leur cible principale et de se retirer pendant qu'il tient la défense lui-même. Sur ordre de leur chef, le reste des cultistes se précipita vers la femme du clan Tan. Elle regarde leur approche avec une expression impassible comme si leur nombre ne l'impressionnait pas du tout. Et au lieu de combattre, elle bondit gracieusement et disparut dans l'épaisseur des arbres, les forçant à se lancer à sa poursuite. Elle mène les cultistes à la poursuite à travers la forêt, les entraînant toujours plus profondément sur un sentier sinueux. Un sourire confiant joue sur ses lèvres, il est clair que cette retraite est qu'une partie d'un grand plan. Un des cultistes peine à suivre, courbé sous le poids d'une femme inconsciente qui pend à son épaule. Mais ses yeux se plissent de détermination. Il se force à avancer et ne se permet pas de rester en arrière. Soudain, un guerrier se détache des cimes des arbres et attaque brusquement l'homme qui portait l'otage. Sa lame verte étincelante tranche proprement le flanc du cultiste, le forçant à lâcher son prisonnier. Il pousse un cri de douleur et trébuche sous le coup inattendu qui le fait vaciller. Le guerrier saisit sa compagne tombée, la tient fermement et lui murmure doucement qu'elle révélera bientôt son Kaiflo. Le chef du culte immobilise, il reconnaît en elle autre puissant adversaire Dian Kang Dragon Saguna. Alors que de nouveaux guerriers descendent du ciel, ils hurlent de rage, réalisant qu'ils sont eux-mêmes tombés dans un piège. La femme de la lignée Tang demande avec un sourire moqueur « Est-ce que ces stupides chefs de démons viennent juste de le remarquer ?» Elle attaque instantanément un autre cultiste, son épée enfonçant avec une force incroyable dans son flanc. Le chef blessé lui crie dessus, et son subordonné insiste, lève les yeux, de nouveau sont arrivés. Ils regardent avec horreur comment leurs hommes sur le sentier en bas sont complètement encerclés par le corps du dragon. Parmi eux apparut soudain une silhouette calme et redoutable, le 13e capitaine de la troupe du dragon, Fen Yan. Le capitaine attaque sans hésitation, une énorme vague d'énergie rouge éblouissante jaillit de son épée. Le frère de la secte hurle le nom du capitaine avec effroi, tandis que l'attaque puissante, engloutit complètement. Quelque part ailleurs, la protectrice de l'escouade atterrit doucement sur une branche d'arbre, elle a sauvé sa camarade d'armes. Elle regarde en bas vers le champ de bataille, où ses alliés brisent un à un les cultistes. Le capitaine Fum Yang est prêt, son unique coup puissant a renversé le cours de toute la bataille. Un autre guerrier tranche sans effort les cultistes démoniaques. Sa lame brûle d'une énergie dorée éclatante. C'est Han Jo-sung, le premier commandant de l'escouade, qui a sèchement remarqué qu'il avait réveillé dès un sommeil agréable. Le visage du chef du culte pâlit lorsqu'il reconnut le légendaire dragon azur épée des bourrasques. Son frère le presse court, et le leader recule à contre-cœur, jurant qu'il n'oubliera pas cette défaite. Mais So-gyun apparaît sur leur chemin et annonce froidement qu'ils n'iront nulle part et qu'ils y trouveront leur fin. Là, le chef du culte tente désespérément de s'enfuir, et le dragon Dian Kang saute dans les airs pour l'intercepter. La lame de Sagonel tranche la main de l'homme, mais le chef blessé serre les dents et continue de fuir en criant des menaces. Les autres membres des 7 malheurs suivent leur chef et disparaissent dans la forêt dense. Et dans le calme après la tempête, le capitaine Fum Yan se tient à côté de Han Cho-son, tandis que des sanglots résonnent autour. Le guerrier pleure sur le corps de son camarade tombé. Elle appelle par son nom dans le désespoir et le supplie de se réveiller. À ce moment-là, le sergent Mayujiam apparaît avec un autre homme et demande ce qui s'est passé.
Soudain, il attrape le novice par le col et, exigeant férocement une réponse, crie pourquoi lui, Silpong, est arrivé si tard. Il crie que si Silpong avait été à l'heure, ils auraient pu vaincre au moins un autre des 7 malheurs. Silpong baisse les yeux avec un cœur lourd, s'excuse et explique que son escouade a aussi été prise en embuscade. Eugum s'emporte espèce d'irresponsable. Un simple soldat n'aurait jamais dû devenir commandant. La guerrière se place entre eux et s'adresse fermement au commandant du 4e escadron. « Arrête, je ne tolérerai pas qu'on insulte mon commandant. » Elle dit que l'escouade de 7S est battue contre 5 esprits perfides et un esprit araignée caché, perdant 2 de ses membres au combat. Eugum se souvient avec horreur que les esprits araignées sont des démons dangereux, qui deviennent plus forts en absorbant l'essence humaine. Le lieutenant de l'escouade rappelle sévèrement ces créatures doivent être tuées immédiatement dès qu'on les aperçoit, et il le sait très bien. Il renifla avec mépris, mais se tut la tension entre lui et le phoque épuisé Pung flottait lourdement dans l'air. La lieutenante du chef S en prend furieusement à Yugeum et exige qu'il s'excuse immédiatement auprès de son commandant. Silpong lui demande d'arrêter, rappelant doucement que Eugum vient de perdre un camarade de l'escouade, mais elle répond brusquement qu'ils ont aussi perdu quelqu'un. Il sourit simplement, essayant de calmer sa subordonnée. « Tout va bien, tu n'as pas besoin de me défendre. » Elle baisse silencieusement les yeux sur son visage, inquiétude et irritation à cause de la façon dont on traite son chef. La femme du clan Tang dit directement à Silpong que sa nature douce est la raison pour laquelle Eugum le domine et le piétine, et que c'est à cause de cela que son escouade a plus de difficultés. Il rit nerveusement en réponse, et elle, croisant les bras sur sa poitrine, soupire sa passivité, elle a clairement irrité. Sagunal entre dans Médiate, pose la main sur l'épaule de Silpong et s'excuse pour Udim. Silpong dit qu'il comprend. Han Chausson se tourne vers le capitaine et demande si des recrues doivent arriver ce jour-là. Le capitaine éloigne, disant qu'ils auront besoin de temps pour devenir utiles, mais leur arrivée apporte quand même un soulagement pendant ce temps. Le jeune guerrier de la taverne apparaît enfin et espère silencieusement que les recrues tiendront au moins un peu. L'histoire se déplace à Yoninanti, le 2e quartier général du front du culte du démon sanglant, une grande et redoutable construction sous un ciel clair. Le représentant conduit un petit groupe dans une salle d'attente et dit que le commandant adjoint arrivera bientôt, tandis qu'une fille se tient à l'écart et attend en silence. Un jeune homme aux longs cheveux regarde attentivement la fille et pense qu'elle est probablement la dernière à s'être inscrite. Il réfléchit que certaines choses ne changent jamais. Le compagnon adresse à lui jeune seigneur et demande prudemment si la 13e escouade est si jeune, parce que tous les guerriers expérimentés sont morts. Le jeune maître confirme, il semble que oui, ce est pas seulement la 13e escouade qui rajeunit, mais tout le corps du dragon volant. Il se souvient de sa vie antérieure, la 13e escouade a toujours été la plus jeune, et seul le commandant avec son adjoint était plus âgé, de vrais guerriers. Son camarade est choqué, il comprend que l'escouade est principalement composée de jeunes gens enrôlés de force dans l'armée. À ce moment-là, la fille qui se tenait seule approche d'eux et, avec une nuance de surprise dans la voix, demande pourquoi les guerriers expérimentés ne se portent pas volontaires pour rejoindre. Le jeune seigneur explique calmement, il n'y a ni gloire ni avantage ici, la fille ne fait que jeter un regard perplexe. Il raconte qu'au front, tout est tenu secret, les exploits et les morts restent inaperçus. Et il ne reste là que le danger sans honneur. La conversation est brusquement interrompue lorsqu'un homme plus âgé éclaircit la gorge pour attirer leur attention. Il est présenté Ayan Yongbo, adjoint au commandant du 13e détachement du corps du dragon volant. Il suppose avec assurance qu'on a entendu parler de lui, et le jeune maître pense silencieusement la même chose. C'est agréable de voir cette personne, alors il décide de lui faire plaisir. Mais la compagne du jeune maître dit sans cérémonie qu'elle n'a jamais entendu parler de lui, et demande sceptiquement s'il était célèbre. Le commandant, elle a écarté d'un geste. Beaucoup de maîtres sont oubliés à cause des serments de silence, et elle manque simplement de connaissances. La jeune fille ne recule pas, insiste, elle connaît presque tous les maîtres de plus haut niveau, et demande directement il en fait partie. Le visage de l'adjoint au commandant commence à tressauter, on voit qu'elle agace avec ses questions incessantes et provocantes. À côté, le jeune seigneur, sûr qu'elle a touché le point faible de cet homme, essaie de retenir son rire. Homme plus âgé, serre le poing de frustration. Irrité, adjointe au commandant change brusquement de sujet et dit qu'il faut se dépêcher, répartir les détachements et rassembler les capitaines. Il déroule lentement un parchemin et commence à lire, prononçant le premier nom, Soundwoo Jin, le 3e fils de la famille Soundwoo. Le ton du vice-commandant adouci, il semble reconnaître le poids du nom Soundwoo, et jette un regard au jeune maître. Il continue à lire la liste et appelle Chian Juan, la fille de Chian Gasang, un des 4 maîtres de Guizhou. La jeune fille aux cheveux roses qui l'avait interrogée plus tôt immobilise, elle a reconnu Guzo 4 Masters, et compris que est une faction maléfique. Le jeune maître jeta un regard sur elle,
Pensant que C était vraiment étrange, une représentante de la faction du mal s'engage volontairement dans l'alliance de combat. Le commandant adjoint tourna son regard vers la fille aux cheveux bleus et demanda si elle appartenait à la faction du mal dans son dossier. Il n'y avait ni famille, ni école. Le jeune maître sentait intérieurement que ce N n'était pas le cas, il se souvenait que Lady Jogé, elle, appelait Kyong-Yain. Mais en réalité, C était une personne complètement différente. La fille aux cheveux bleus confirma simplement qu'elle s'appelait Chi-Yong-Yain, et son visage était calme et imperturbable. Le fonctionnaire déclara alors à haute voix à ceux dont l'identité N n'est pas établie: il est interdit de se porter volontaire pour aller au front. Sound Woo-jin trouvait cela absurde, car elle, identité du capitaine de sa propre unité, Simsagon Seolpung, était totalement inconnue. Le commandant adjoint insista vivement sur le fait que dans son 13e détachement, les règles étaient strictes et qu'il n'y aurait aucune exception. Il donna à la fille le choix: soit révéler immédiatement sa famille à l'école, soit déposer une demande dans une autre troupe du dragon volant. À ce moment-là, le jeune seigneur intervint et expliqua que Kyong-Yan était une amie proche de Lady Juge du pic de l'épée du don céleste. Le visage du vice-commandant pâlit lorsqu'il entendit qu'elle était liée à la chère fille du stratège militaire de l'Alliance des Maréchaux. Bégayant, il demanda pourquoi une dame de ce rang était avancée. Le jeune maître répondit avec indifférence qu'il ne connaissait pas ces raisons. En riant, il ajouta que cela touchait probablement les plus hauts sommets de l'Alliance, insinuant que l'affaire dépassait largement le rang de commandant adjoint. Le visage du commandant adjoint tressaillit d'irritation, il comprit qu'il avait été complètement surpassé, et qu'il ne pourrait plus lui refuser quoi que ce soit. Après une rencontre tendue, les nouveaux nommés sont sortis du bâtiment principal et conduits à leur caserne. Ils approchent d'un grand bâtiment bien entretenu, leur guide appelle la caserne du 7e détachement. Le jeune homme regarde la construction, et son cœur se serre, il murmure qu'elle est exactement comme il s'en souvient. Il ramène ses pensées aux 7 années passées, ressentant ce mélange doux-amer de moments heureux et tragiques qui se sont produits précisément entre ces murs. Il soupira de soulagement, tous ses camarades avaient été affectés au 7e détachement, et il espérait à tout prix éviter le 4e. L'homme qui les conduit avertit que certains membres du détachement tenteront de se moquer des novices, et espère lui-même ne pas trop en souffrir. Puis le jeune homme se souvient des humiliations douloureuses du passé, comment on l'appelait honte, et criait pour qu'il s'en aille. Il se rappelle comment des autres murmuraient, que même le regard sur son visage portait malheur, et se demande si ce N était qu'une moquerie. Bien qu'il ait finalement tenu bon, ce souvenir douloureux d'avoir été repoussé jusqu'au désir de mourir ne le quitte toujours pas. En marchant dans le couloir familier, il sent que la simple pensée de vivre à nouveau ici évoque ses souvenirs lourds. Enfin, le guide le conduit à une chambre, la porte ouvre, et devant lui se tiennent les membres actuels du 7e détachement. 2 le saluent joyeusement, et un seul plaisante que la stature du novice semble dire: il mange autant que le plaisantin lui-même. Mais de l'autre bout de la pièce, un autre groupe d'hommes lance avec un sourire moqueur et malicieux: n'est-ce pas qu'une truie vient d'arriver? Ils continuent à se moquer, disant qu'avec un tel capitaine, ils n'attendaient pas un vrai novice. Sound Woo-jin pense que sa réaction est maintenant bien plus acceptable qu'avant, et il se réjouit d'avoir décidé de maigrir. Le guide le présente solennellement: le jeune monsieur San Woo-jin, 3e fils de la respectable famille San-woo de Gizo. Les 3 qui se moquaient encore récemment de lui se sont tus en entendant le nom d'une famille aussi célèbre. Ils le reconnaissent instantanément, le tristement célèbre 3e fils, connu de tous comme un infirme et battu par son propre frère. L'un d'eux a dit avec mépris que pour une truie, il avait probablement été difficile de maigrir autant. En entendant ces insultes, le visage du guide est figé, et dans ses yeux a éclaté une colère muette à cause de leur comportement. 2 compagnons plus amicaux du groupe étaient aussi tendus et stupéfaits par la cruauté de ses paroles. Mais malgré les moqueries grossières, le jeune monsieur sourit simplement, leur tentative de le provoquer ne le touche pas du tout. Il s'approche calmement du chef des voyous, le salue par son nom complet Hamujin et lui tend la main. Le voyou est resté figé de surprise, le novice sait qui il est, et San Woo-jin vient juste de le confirmer et lui a immédiatement lancé un défi au combat. Avant même que Hamujin ait eu le temps de réagir, San Woo-jin, elle, a saisi par le poignet et elle a déséquilibré un coup sec. Sans hésiter, il frappe puissamment le ventre du voyou avec son poing, la force du coup résonne dans toute la pièce. Le coup a projeté Hamujin en arrière, mais le jeune guerrier tenait fermement et refusait de lâcher prise. En tordant le poignet de son adversaire, il profite de son élan et fait tourner l'homme en un large arc. Il fait tournoyer Hamujin dans les airs avec une vitesse et une force incroyables, montrant sa puissance inattendue. Le jeune maître a poussé le voyou avec sa tête contre un mur en bois, le choc a fissuré sa surface. Hamujin tombe au sol, les yeux se retournant vers le haut après cette attaque soudaine et brutale, il perd complètement connaissance. Un de ses amis abasourdi, effrayé par cette manifestation de violence, demande nerveusement: Woo-jin, que fais-tu?
Le jeune maître sourit simplement, demande ce qu'il fait, et rappelle à l'homme que c'est eux qui l'avaient traité de boiteux. Furieux, un autre voyou serre les poings, traite le jeune homme de bâtard et est prêt à riposter. Et Sound Woo-jin se contente de regarder en retour, pensant que cela devrait suffire comme leçon, et veut même battre les autres voyous. Soudain, le bruit des pas déchire la confrontation tendue dans la tente et attire instantanément l'attention de tous vers la porte. Une nouvelle silhouette apparaît dans la pièce, et le jeune seigneur reconnaît immédiatement sa voix. Un sourire se répand sur son visage, il comprend que le véritable chef de l'escouade est enfin arrivé. Un homme aux cheveux verts se tient dans l'encadrement de la porte, avec une expression sévère, demandant d'un ton exigeant ce qui se passe ici. Il regarde vers le bas le novice et elle, homme inconscient sur le sol, son regard est perçant et interrogateur. Elle, homme aux cheveux verts, pose de nouveau la question. Sa voix est calme mais ferme, et on sent qu'il est une autorité ici. Sound Woo-jin garde une expression joyeuse, mais intérieurement il sent que la situation vient de s'aggraver. Mais il claque des doigts, se préparant au prochain affrontement qui va bientôt éclater. Il sourit, salue le novice en tant qu'aîné, se présente et dit qu'il vient de rejoindre la 7e escouade. Il explique joyeusement qu'il l'appelait cochon et estropié. Alors il leur a simplement rendu l'appareil avec la même gentillesse. Homme aux cheveux verts est présenté comme Ju-tae, un géant de la secte Lance Point, et son ton était sérieux, sans aucun sourire. Le jeune maître comprit comme prévu, Ju-tae. Jing ne veut pas se battre par fierté pour sa secte. Il sait que Ju-tae Jiyong, également connu sous le nom de Vipère Lance Épée Pointe, est un disciple de une des 9 grandes sectes. Mais cette fierté faisait de lui une personnalité toxique dans l'escouade, il ne pouvait pas accepter d'obéir à un capitaine inconnu et causait constamment des problèmes. San Woo-jin serre le poing en se souvenant de son premier amour, qui est morte à cause de cet homme, et jure que cela ne se reproduira plus. Il lui était maintenant clair, il était trop faible pour affronter Jud Gi-yong, qui était probablement au niveau moyen du premier rang des arts martiaux. Il décide qu'il ne faut pas se précipiter, retourne vers le guide et demande « Est-ce il ne vaudrait pas mieux dîner tous ensemble pour faire connaissance ?» Jut, Ji-yong serre les dents de frustration parce qu'on ignore Ilen, est clairement pas habitué à un tel mépris indifférent. Seon Woo-jin a simplement regardé en arrière, pensant que cet homme était un salaud, mais le plan de cet homme est déjà en train de se réaliser. Il retourne vers Ju Jaeng avec un léger sourire et dit qu'il l'a maintenant reconnu et a entendu des rumeurs sur le vipère, celui qui porte la lance épée. En entendant le surnom Chu-tae, le visage de Jaeng assombrit, et il posa la main sur la garde de son épée. Le jeune seigneur Fein, avec une innocence naïve, demanda si son surnom était Vipère Lance Épée Point, faisant semblant d'avoir compris ainsi. Furieux, Ju Tae-jong sort son épée et grogne au novice. « Tu as mené une reconnaissance imprudente, maintenant tu vas en mourir. » Xiaopen, le guide, intervient immédiatement et demande à Ju Tae-jong ce qu'il fait, mais le guerrier en colère lui ordonne sévèrement de s'écarter. Tu vois, ce punk essaye d'apaiser la situation en disant que le novice ne sait tout simplement pas mieux et demande pardon. Il sourit calmement, essayant de convaincre son partenaire inquiet, mais son expression reste ferme. Il avertit résolument Ju Tae et Jia-yong, si tu ne baisses pas ton épée, tu franchiras la limite. Shu Tae-jun a demandé avec moquerie, est-ce que Sol Penel empêchera vraiment de punir un guerrier de seconde zone qui a trompé un de première classe? À ce moment-là, San Woo-jin a agité la main et a ri, s'excusant joyeusement et reconnaissant qu'il avait été grossier. Il ajoute qu'au début, Rat Warrior traitait négligemment leur capitaine de haut niveau, alors il a pensé que Ju Tae et Jia-yong ne s'y opposeraient pas. 2 camarades amicaux de l'escouade ont éclaté de rire et ont crié qu'un vrai boss venait de les rejoindre. San Woo-jin continue de le taquiner, avec un sourire malicieux, disant que Ju Tae et Ji-yong ne rattraperont probablement jamais le niveau du capitaine. Le visage du guerrier aux cheveux verts assombrit de colère, lorsque les paroles des novices touchent leur cible, et demande s'il assumera ses paroles. Le garçon sourit simplement et demande ce que fera Ju Tae, géant, il peut vraiment confirmer ses paroles. Le guerrier orgueilleux lui donne 3 mois et dit si le novice prouve qu'il a raison, il prendra sa vie en paiement. San Woo-jin accepte, mais demande ce qu'il obtiendra s'il gagne. Un autre homme répond avec moquerie qu'il mourra de toute façon. Un jeune homme rejeta cette idée et déclara avec détermination qu'il ne pouvait pas permettre à leurs chers camarades, qui devaient combattre des démons, de mourir ainsi inutilement. À la place, il propose si jamais il parvient à vaincre Ju Tae, Ging devra dès lors le considérer comme son frère aîné. Le fier guerrier serre les dents, visiblement humilié et furieux à cause de cette condition absurde et méprisante. Malgré sa colère bouillonnante, il accepte le défi et jure d'exaucer le souhait de l'inconnu en 3 mois. Ju Tae, Jing retourne à Silapong et demande si lui aussi essaiera d'arrêter ce duel qu'il a lui-même provoqué. Il se pencha si près du jeune maître qu'on pouvait entendre son souffle et murmura « Combat, autant que tu veux, tu regretteras d'avoir dit cela. »
Furieux, Ju Ji-young sort en courant de la pièce avant cela. Il lance par-dessus son épaule un petit objet rond. Le reste de l'escouade voyous et bons camarades sortit instantanément à sa suite, attendant impatiemment la suite des événements. Deux hommes qui avaient d'abord salué le novice éclatent de rire et disent comme c'est rafraîchissant de voir quelqu'un oser tenir tête à Jut, Jion. San Woo-jin sait que Bai Shayan est un disciple d'une secte secrète tombée à cause d'une ancienne tragédie liée à Jutei, la secte de Jiayon. Mais un autre homme rit et dit que dès le premier regard, il avait aimé le novice et senti qu'il entendrait bien. San Woo-jin est entouré de Bae-sa, Yeon et Bai Chong-won. Il se souvient d'eux comme de proches amis qui ont donné leur vie pour le sauver dans une vie antérieure. Avec des larmes aux yeux, il jure silencieusement qu'il ne les laissera jamais périr dans cette vie. Sel-pung s'approche, demande avec inquiétude s'il ira bien, et avertit que Jutei, Jiong ne doivent pas être pris à la légère. Le jeune seigneur sourit simplement et demande au capitaine de L entraîné, déclarant qu'il est prêt à travailler jusqu'à la mort. Il ajoute que, puisqu'il est maintenant seulement un membre de l'escouade, le capitaine supérieur peut lui parler librement. Le capitaine, avec un sourire malicieux, acquiesce et avertit le jeune homme, puisque tu l'as demandé toi-même, on va te pousser au point que tu souhaiteras mourir. Et, en disant cela, Young le prévient, tu n'as même pas idée de ce que tu demandais. L'entraînement du capitaine est destiné aux maîtres de très haut niveau. Le jeune homme sourit, pensant qu'il l'a déjà fait une fois cette fois. Il va partager quelque chose de bon avec ses amis. Puis il s'adresse à Baisa et Young et rit en plaisantant de sa confiance, disant qu'au premier regard, il avait l'air d'un vrai homme. Provoqué, avec un vice et encore jeune, il s'exclame qu'il est impossible qu'il manque de confiance, insistant sur le fait qu'il est sûr de tout. Il adopte une posture assurée et dit à haute voix qu'il rejoindra volontiers l'entraînement pour prouver ce qu'il a dit. Homme musclé Beijing, Guan rit et dit qu'il aimerait aussi se joindre, mais qu'il a déjà un grand rêve. Il dit simplement son but est de détruire les démons avec un art martial externe affûté à la limite, pour ne plus avoir de temps pour autre chose. Les yeux de San Woo-jin brillèrent d'admiration, et il demanda à l'aîné il lui apprendrait ses arts martiaux extérieurs étonnants. Le grand homme immobilisa soudainement, rougit, bégaya et demanda si le novice voulait vraiment apprendre de lui. Saopong lui rappelle que lors de la sélection dans L-Unité Saon Gujin, avait dit qu'il voulait voir qui avait la peau la plus dure, et son aura estompe. En entendant cela, Bai Zhangguan s'anima. Le jeune seigneur se pencha plus près et avoua qu'il avait menti, mais qu'il avait quand même son propre but. Il décrit avec enthousiasme son rêve voler comme un projectile, avec un corps trempé, percuter les démons et les briser en morceaux. Zhangguan, comme ensorcelé, imagine voler dans les airs et briser les démons en morceaux avec son corps. Le jeune seigneur continue et dit que il réussissait, les gens lui donneraient des surnoms cool comme Dieu de fer-matière. Bai Zhangguan répète les noms, les yeux écarquillés d'admiration, et une rougeur monte sur son visage. San Woo-jin sourit à lui-même, sachant que son ami est maintenant complètement accro à cette idée, un piège simple mais efficace. Le lendemain, l'entraînement commence profondément dans une forêt verte et luxuriante. Le capitaine Selpeng mène un petit groupe de recrues, parmi eux le jeune seigneur et ses deux amis, sur un sentier sinueux. Bai Xiang, vêtu d'un gilet lourd, déclare fièrement que ce niveau d'entraînement est rien pour un disciple de sa secte. Debout à côté de lui, Sun Woo-jin pense que puisqu'il a déjà suivi cet entraînement, ce sera une bagatelle. Il saute avec assurance sur une branche d'arbre et dit à ses amis que est une broutille, il ira devant. Mais dès que son pied touche la branche, elle se casse sous le poids, et il s'exclame de surprise. Beijing Won, installé sur une branche en haut, appelle avec inquiétude, demandant si tout va bien avec son nouvel ami. Le jeune homme tombe avec fracas sur le tapis forestier. Elle s'allonge lourdement sur le dos, et une branche cassée lui tombe dessus. Il était allongé sur le sol et, en gémissant, comprit qu'il avait déjà suivi cet entraînement dans une vie antérieure, mais seulement après avoir maigri. Un mois passe, et la lumière du matin filtre doucement à travers le dense couvert forestier. Une main sale, tremblante d'épuisement, s'accroche au bord d'un profond fossé. Baisa, Young sort, complètement épuisé après un entraînement exténuant. Il s'avère qu'autrefois, en fuyant sa secte brisée, il s'est retrouvé dans la même unité qu'un disciple de la secte de la lance pointue. Le principal disciple de la secte secrète se retrouva soudain dans le même groupe que l'homme de la secte qui avait causé sa chute. Il espérait pas grand-chose en révélant ses origines. Il savait qu'il serait très difficile pour un guerrier secondaire obtenir des excuses. Il espérait au moins un signe de culpabilité. Mais Zhu Teijiang le regarda simplement et demanda « Et alors ?» Alors cet élève prétentieux lui demanda avec un sourire moqueur. Il était fier que les anciens de sa secte soient morts à cause de leurs propres ambitions avides. Furieux, Wei Ziyang perdit la tête lors de l'attaque, mais le résultat du combat était douloureusement évident dès le début. Mais après ce jour, presque rien ne changea. Il était encore trop faible pour vaincre ne serait-ce qu'un démon.
sans parler de son partenaire prétentieux. Ayant perdu sa méthode sexuelle de cultivation intérieure, Ilen n'avait aucune chance de devenir plus fort. Il se sentait impuissant dans un monde injuste, les mains couvertes de cicatrices dues à des efforts vains, mais il refusait qu'on le plaigne comme un faible. Il dérivait sans but, juste un autre visage dans l'escouade, jusqu'au jour où tout changea. San Woo-jin, apparemment fou, rejoignit la 7e escouade avec un large sourire confiant. Ce novice, qui n'était que de 2e niveau et ne ressemblait pas du tout à un combattant, entra en conflit dès le premier jour avec Jutei et Jaeyoung. Pour une raison quelconque, ce comportement apparemment fou rafraîchit incroyablement le Bisa fatigué. Jeune, il succomba à la provocation du novice, fit semblant d'être irrité, tout en cachant un ardent désir de rejoindre les entraînements intensifs. Mais dès le lendemain, allongé épuisé sur le sol, il comprit qu'il avait fait une énorme erreur et qu'il allait bientôt mourir. Il gémit de regret, pensant si seulement il s'était tu, il ne souffrirait pas autant. Pendant ce temps, le capitaine Siopang saute sans effort parmi les cimes des arbres, ses mouvements sont légers et rapides, bien qu'il porte un gilet alourdi. Le jeune Bisa serre les dents, car après un mois, il peine encore à suivre le rythme du capitaine. Il se force à se lever, résolument décidé à ne pas abandonner, malgré la douleur intense. Une voix joyeuse, elle, a appelé, elle arrachant à ses pensées et le forçant à lever la tête, surpris. Sound Woo-jin, dès une manière ou dès une autre plein d'énergie, demande en plaisantant s'il est déjà déçu après si peu de temps. Il rit et dit « Si ça continue comme ça, Visa, mon gars, tu me rattraperas bientôt », une moquerie évidente. Et elle, élève épuisée, le regarde furieusement, avec en tête seulement « Je ne perdrai jamais contre ce garçon, il est du même niveau, mais plus lourd ». Cela le met encore plus hors de lui, le novice maîtrise si rapidement le mouvement secret de sa secte. Il ne s'était écoulé que 3 jours depuis le début des entraînements quand San Woo-jin s'est approché de lui et lui a demandé de l'aide. En échange, il a proposé de lui enseigner la méthode de cultivation intérieure, ayant discerné la véritable valeur de cette technique secrète de mouvement. Cette nouvelle rivalité a allumé un feu en lui, il s'est repoussé de la branche avec une nouvelle détermination. Il jure de ne pas perdre contre ce dégénéré, ses yeux brûlent du feu de la rivalité. La routine quotidienne de L-Escouade N est pas pour les faibles après un sprint à l'aube. Ils affinent la circulation de L-énergie, entraînent le contrôle de la respiration et pratiquent la maîtrise des armes. Après avoir mangé, 3 hommes se sont réunis pour perfectionner les arts martiaux externes, poussant leur corps à la limite. Le soir, les membres de L-Escouade organisent à tour de rôle des sparring, des combats amicaux, où ils aiguisent leurs compétences martiales. Le lendemain, le cycle épuisant recommence, ils les vident jusqu'à la moelle, mais les rend plus forts. Après une autre journée épuisante d'entraînement, San Woo-jin et Beijang, Guan reviennent, accueillis par le capitaine qui remarque qu'ils sont en retard. Une des filles de l'escouade a complimenté le jeune seigneur. « Tu es incroyable, tu es meilleur qu'hier. » Il a ri en réponse et a dit que ce N n'était rien comparé à la force du capitaine, repoussant modestement le compliment. Puis il se souvient de la jeune dame Nazio Toi de sa vie passée, qu'il a chaleureusement embrassée quand tous les autres L appelaient au cochon. C est alors qu'il est tombé amoureux d'elle, mais N n'a jamais osé avouer ses sentiments, et N n'a pas pu la sauver dès une mort tragique. Il éclaircit la gorge et supplie que tout se passe bien. Grâce à l'influence des 2 filles, L-Escouade est rassemblée et concentrée. Shiom Yaon et la fille aux cheveux roses méditent paisiblement, entièrement dévouées à leur entraînement. Shi Yong-yen a stupéfié tout le monde en demandant à rejoindre les entraînements externes d'arts martiaux, son esprit compétitif brillait simplement. Quand il s'entraîne, le rythme de croissance du jeune maître dépasse irréellement ce qu'il était dans sa vie passée, tout cela grâce aux anciennes techniques infinies. Beizong fait aussi des progrès incroyables, la nouvelle méthode de cultivation semble lui avoir donné des ailes. À Pékin, Guan maîtrise la méthode de cultivation de la secte de l'indestructibilité diamantine, combinant soigneusement la pratique interne et externe. Cette secte, qui aspire à une véritable indestructibilité, forge le corps et l'esprit en parfaite harmonie. Mais le jeune maître avoue une telle secte n'existe pas. En réalité, il a donné à son ami la méthode de cultivation de Chalon et a un peu embelli l'histoire. Il est assis à côté de son ami, médite tranquillement et pense tant que la motivation et les résultats sont bons, tout va bien. 2 mois ont passé, l'unité médite dans une clairière et le jeune maître sent qu'un grand événement est sur le point de se produire. Il se souvient que dans sa vie passée, environ 50 fantômes hépatiques ont soudainement attaqué et ont complètement surpassé leur force. Le corps des dragons volants, habitué à combattre seulement quelques adversaires à la fois, a subi une catastrophe terrible, toute une unité a été anéantie. Il ne connaît pas la cause exacte, mais se rappelle depuis lors, tout s'est brusquement détérioré sur le front. Mais dans cet état, il est incapable d'avertir quelqu'un de l'avenir ni de y préparer lui-même. Il est assis en méditation, et à l'intérieur de lui le déchire un grand sentiment de frustration, il sait que cela va arriver bientôt,
mais il ne peut rien y faire. Dans un autre coin de la forêt, un autre capitaine d'escouade aiguise sa maîtrise de l'épée, avec une vitesse et une précision incroyables. Il grogne à propos de sa popularité parmi les insectes, tranchant facilement un essaim en deux. En revanche, il rêve d'être populaire parmi les femmes, chassant les insectes qui bourdonnent près de son visage. En poussant un grognement irrité, il serre les dents l'attention insistante et indésirable des insectes à exaspérer. Il lance une rafale de coups d'épée, ses mouvements sont flous, comme une ombre qui fend l'air avec une précision mortelle. Chaque coup est impeccablement précis, preuve de son incroyable maîtrise acquise lors d'entraînements incessants. Ailes et seins d'insectes tombent au sol, chacun a été tranché en deux avec précision par son épée experte. Les compagnons d'escouade regardaient avec admiration et louaient sa technique des épées, à 70 doubles tranchants pluie dense, la compétence de base de sa secte. Ils regardent avec enthousiasme les compétences de leur capitaine et s'émerveillent de combien le premier capitaine d'escouade, le génie célèbre, doit être encore plus incroyable. Ils comparent leur capitaine, appelé singe rapide du chaos, au premier capitaine d'escouade, le dragon de l'épée du vent clair, et rient aux éclats. Le capitaine rugit pour qu'il se taise, niant furieusement qu'il soit soi-disant sans âme simplement parce qu'il a atteint son apogée dans la vingtaine. Une des filles le taquine, disant que si elle lui plaît tant, pourquoi ne pas commencer à sortir avec la vice-capitaine? Le capitaine S exclame qu'il n'est pas non plus intéressé par la vice-capitaine, rougissant gêné par leur taquinerie sans fin. Soudain, son visage devient sérieux, il sent que quelque chose approche. Il ordonne résolument à son escouade de se mettre en défense et avertit qu'une grande quantité d'ennemis arrive. Alors qu'il se préparait au combat, un de ses subordonnés murmura nerveusement que les ennemis semblent trop nombreux. Derrière les arbres surgit une énorme horde d'horribles fantômes de foie aux yeux rouges, qui fonçaient vers eux à une vitesse effrayante. Le capitaine se jette instantanément dans la bataille contre les créatures et, en criant, ordonne à la vice-capitaine d'envoyer un signal de renfort. Dès un coup puissant, il tranche plusieurs monstres, le visage sévère et concentré. Mais pendant qu'il combat, il remarque soudain quelque chose qui le fait figer de choc et d'incrédulité. Il jure en comprenant que ces créatures sont bien plus nombreuses et beaucoup plus fortes qu'il ne l'avait prévu, et ordonne à tous de battre en retraite. À ce moment-là, 3 puissantes explosions d'énergie éclatent au loin, signe qu'il y a au moins 3 démons de niveau moyen ici. Les guerriers courent désespérément à travers la forêt, essayant d'échapper à la horde de monstres qui les poursuit. Un membre de l'escouade revient pour faire face à un démon fantomatique qui se jette à l'attaque, prêt à le contenir. Le monstre est implacablement concentré sur sa cible et sans hésitation brandit une puissante main griffue. La sueur coulait sur son visage, et le jeune homme leva son épée pour repousser l'attaque féroce. Il parvient à esquiver le coup principal, mais la main de la créature le touche quand même, la manche se déchire. Avant qu'il ne puisse réagir, le démon attrape la lame de son épée à main nue et arrête instantanément l'arme. Les yeux brillants de la créature se fixèrent sur lui, et il comprit la tactique habituelle condamne les deux à un même sort. Pendant que le monstre était distrait, un autre guerrier s'approcha par l'arrière prêt à porter un coup décisif. Il pousse brusquement l'épée en avant, visant le dos vulnérable de la créature, tandis qu'elle était complètement détournée. Mais son expression confiante disparut instantanément à sa place, régna un choc pur et de l'incrédulité. Le monstre, sans se retourner, saisit la poignée de son épée de l'autre main et arrêta immédiatement l'attaque. Le guerrier se retourne avec horreur et comprend qu'il est maintenant entouré par encore plus de monstres fantomatiques. La 6e escouade a affronté pour la première fois un si grand nombre de ces monstres. Les tactiques habituelles échouent, chacun est forcé de combattre seul contre 2 monstres fantomatiques ou plus. Le capitaine crie désespérément, le chaos se répand, et ses compagnons sont rapidement submergés. Le groupe se désintègre complètement dans la forêt sombre, résonnent des cris d'aide. Ces créatures sont cruelles et impitoyables, elles se jettent instantanément sur tout guerrier qui écarte du groupe. Le capitaine crie désespérément à ses hommes « Rassemblez-vous et tenez la position ». Son visage est tendu d'une sombre détermination, il essaie d'empêcher la destruction totale de son groupe. Alors qu'il regardait concentrer les ennemis devant lui, un autre démon aux yeux brillants est soudainement jeté sur lui par derrière. Le visage de la créature est tordu en un sourire déformé lorsqu'elle est avancée pour porter le coup final. Le capitaine se retourne, choqué, réalisant son erreur trop tard, et à ce moment le monstre attaque. Il parvient à repousser avec son épée, mais le champ de bataille est sombre, ses compagnons sont submergés par l'ennemi. Il lâche son épée, décidant de compter plutôt sur ses poings. Il se retourne brusquement et lance un coup de poing puissant touchant directement le visage de la créature. Avec une détermination farouche, il continue l'attaque, sans prêter attention aux autres monstres autour. Il lui assène un autre coup puissant, la créature recule en titubant sous la force inattendue. Le capitaine achève le dernier coup dévastateur, frappe directement la mâchoire du monstre. Debout au-dessus de la créature abattue,
Il s'arrête un instant pour reprendre son souffle et rassembler ses forces avant d'affronter les autres. Le coup de son attaque était si puissant que plusieurs ennemis à proximité ont été repoussés en arrière, ils ont trébuché. Il réalise rapidement il y a encore trop d'ennemis, et son escouade ne pourra pas gérer. Déterminé à percer, il pousse un cri puissant, prêt à livrer le dernier combat. À ce moment, 2 guerriers sautent des arbres, criant le nom de leurs attaques et se précipitent à l'assaut. Et ailleurs, Nazoya et ses compagnons tiennent leurs épées prêtes et regardent le chaos se déchaîner autour d'eux. Leurs yeux sont fixés sur une seule silhouette qui se jette sans peur au cœur de la horde. 3 femmes restent figées dans un choc pur, elles ne pouvaient pas croire leurs yeux. Et 2 amis du jeune maître, avec des sourires confiants, observent la scène se dérouler. Sun Wujin est maintenant complètement entouré de démons de l'ombre, mais il n'y a pas une goutte de peur en lui. Il est ensuite précipité pour courir, repoussant les monstres sur le côté. Le capitaine reconnaît dans les nouveaux arrivants la 7e équipe et comprend soudain leur arrivée a ouvert la voie à la retraite. Il se retourne instantanément et ordonne à ses hommes de l'escouade de courir à toute vitesse tant qu'il y a une chance. Le capitaine serre les dents et crie à la 7e équipe de battre en retraite, il y a tout simplement trop d'ennemis pour les affronter. Mais l'ami du jeune seigneur rassure le capitaine, « Ne vous inquiétez pas, nous avons un plan. » Souriant largement, Bizayang appelle son frère aîné, « Maintenant c'est ton tour. » Le guerrier aux cheveux verts sort à contre-cœur un petit couteau et fait une entaille à travers la paume de sa main. Il marmonne une insulte entre ses dents, il est irrité qu'on le force à exécuter ce plan fou. Sans hésiter un instant, il s'approche rapidement d'un des monstres fantomatiques qui ne se doute de rien. Il enduit aussitôt le visage de la créature de son propre sang frais, la marquant comme cible. Il ne s'arrête pas, il traverse la horde et asperge plusieurs monstres de son sang. L'odeur du sang jette les créatures dans une fureur, et leurs yeux commencent à briller d'une lumière rouge menaçante. Maintenant, toute la horde le poursuivait. Il se retourna et se mit à fuir en criant des malédictions contre Sun Wujin. Le capitaine Shiyon Won voit qu'il a assez de vitesse pour éviter d'y être attrapé, et son plan semble fonctionner. Il cria à son escouade que des autres escouades arriveraient bientôt, alors aider l'équipe des Sith et éliminer quelques ennemis. Sentant un nouvel espoir, le capitaine craque ses doigts et annonce qu'il prendra la direction. Il se précipita au cœur de la bataille et cria à ses restes d'escouade de rester proches. Un bref éclair de mémoire et devant ses yeux apparaît un puissant maître des arts martiaux, entouré d'un halo qui brille doucement. Sun Wujin se souvient de sa vie passée et de cette terrible tragédie qui s'est déroulée précisément dans cette forêt. Dans sa mémoire émergent ces puissants guerriers qui étaient présents à l'époque. Autrefois, il savait seulement encourager ceux qui étaient autour de lui. Mais dans cette nouvelle ligne temporelle, il ne s'est jamais rendu, il n'a jamais cessé de se battre pour changer l'avenir qu'il se souvenait. Et depuis son retour, il travaille sans relâche chaque jour et encourage ses amis. Aujourd'hui, ces petits changements qu'il faisait pas à pas commencent enfin à porter leurs fruits. La fissure qu'il a créée était juste suffisante pour sauver ses camarades, maintenant ils rient ensemble de soulagement. L'attaque du démon fantôme, qui devait ne laisser que le capitaine en vie, s'est terminée avec des pertes minimales. Quelques jours plus tard, un petit groupe de guerriers traverse une clairière forestière, se dirigeant vers un bâtiment. Bai Ziyang se plaint que même ses vêtements sentent maintenant ses médicaments dégoûtants et taquine son ami en le poussant du coude. Il ajoute sans cette pommade, les spectateurs se seraient précipités pour rejoindre leur entraînement. Sun Yuzin hocha la tête et remarqua que dernièrement, beaucoup de gens surveillaient leurs entraînements en extérieur. En entendant Zhong, Guan raconta vivement comment ils avaient vaincu les démons. Ils comprirent que leur maîtrise était vraiment forte. Mais dès que les spectateurs voient un véritable entraînement épuisant, la plupart décident rapidement de partir. Mais il y avait une personne à qui cela intéressait vraiment et elle voulait absolument franchir la barrière d'entrée. Le jeune homme plein d'enthousiasme rencontra immédiatement de la résistance, ses amis lui barrèrent la route et ne le laissèrent pas se joindre à eux. Le jeune homme sourit simplement et avoue honnêtement, l'entraînement ne semble en aucun cas agréable. À ce moment-là, un groupe de femmes passa, et les gens autour reconnurent immédiatement en elle des membres de la famille Dang. Elle, une des femmes aux cheveux roses somptueux, se tient avec une aura impressionnante et raffinée. Une autre femme, Mademoiselle Tan, attire aussi instantanément l'attention de tous les présents par son apparence époustouflante. La beauté de Tang Yong est si envoûtante que le monde entier semble s'éteindre et elle reste la seule source de lumière. Un des spectateurs avoue que, bien qu'il veuille dire que son propre Nasioyo est le plus beau, il pense que, pour égaler l'apparence de Tang Yon, il faut être aussi beau que le sol de Jiggle. Un homme approche du groupe et se présente Mayong Sayon, adjoint du chef du 3e escadron. Il avoue qu'auparavant il pensait que leurs entraînements épuisants étaient une pure perte de temps. Mais maintenant il a enfin compris leurs efforts n'étaient pas vains. Et il s'excuse pour son arrogance. Puis il murmura en réponse à Sun Wujin, honnêtement, il aimerait apprendre leurs entraînements physiques. Quand le commandant de l'escadron appela,
Il lança au jeune seigneur que sa déesse bien-aimée ne serait probablement pas ravie. Il remarque qu'elle est assez collante et possessive, bien que cela ne se voit pas, puis il prend congé. Le adjoint du leader revenait déjà pour partir, quand San Woo-jin appela par son nom et il immobilisa. Le jeune maître immobilisa un instant, une goutte de sueur coula sur son visage, tandis qu'il peinait à trouver les mots justes. Mais ensuite il change d'avis, lui souhaite simplement tout le meilleur, et espère qu'ils pourront s'entraîner ensemble la prochaine fois. Mayong Sayon est si courageux qu'il a avoué ouvertement il est tombé amoureux de Tangyong, et en même temps il est son adjoint, car il est trop difficile de l'approcher. Il est le commandant efficace de la 3e équipe. Mais le jeune maître se souvint soudain dans sa vie antérieure. Cet homme est mort de la main de cette même femme qu'il aimait lui-même. Quand le culte du sang a pris possession de son esprit, Tang Yunen n'avait pas le choix, elle a dû le tuer. Plus tard, il comprit qu'elle était devenue la femme de Mayu Jiom, la 4e commandante de l'escouade. Dans ces derniers instants, la trahison des Yujin la poussa dans un désespoir total et sans espoir. Maintenant San Woo-jin comprend, elle n'est pas du tout cette femme froide et parfaite qu'elle semblait être. Bai Shai-yang demande avec curiosité s'il est aussi intéressé par Tang Yun. Il explique que bientôt apparaîtront des esprits d'acier et qu'il a besoin de son aide, mais son ami a tout mal compris. Yuna Baiza demande taquinement s'il l'aime tellement qu'une simple conversation lui suffit. À peine le jeune seigneur a-t-il regardé, que son ami a crié qu'il était amoureux de Madame Tan. Il essaie désespérément d'expliquer que ce N est pas comme ça que ça semble, disant qu'il a juste besoin de lui parler, mais il a aucune connaissance. Nasu se tient debout, son visage impénétrable, elle regarde le chaos qui se déploie devant elle. Le jeune seigneur serre les dents de frustration, réalisant qu'on ne l'a pas du tout compris. Mais ce soir-là, quand le soleil se couche, l'escouade se prépare à partir pour une patrouille nocturne. Le commandant de l'escouade Silpang lève la main pour arrêter leur avancée. Il sent quelque chose dans l'obscurité. Il remarque C est un esprit chaotique, et la tension dans la patrouille nocturne monte instantanément avançant. Il explique que les têtes démoniaques du culte sanglant sont dangereuses même pour les maîtres les plus puissants. Soudain, une créature surgit de l'obscurité, et poussant un cri horrible, se jette à l'attaque. Mais dans l'escouade se trouve Silpang, qui esquive facilement l'attaque et saute rapidement sur la main de la créature. Lorsque la situation est réglée, le commandant de l'escouade déclare calmement qu'il n'y a plus d'anomalies. Mais il a une faiblesse importante, elle se révèle immédiatement lorsque les filles de l'escouade commencent à le complimenter. Leurs compliments le déstabilisent, il est confus, et leur dit maladroitement de partir. Il s'avère que le chef de l'équipe Silpang ne entend pas du tout avec les femmes, plus précisément, il les craint simplement. Les femmes de son équipe sourient, sachant que sans cette peur, il serait parfait. San Woo-jin se souvient de sa vie passée, le capitaine a cessé d'avoir peur seulement après qu'ils aient perdu quelqu'un. Pour que cela ne se reproduise plus, il sait qu'il doit se venger de celui qui en est responsable. Mais tout revient à Ju Jeong, ce type arrogant qui sape constamment l'autorité du capitaine. Bai Zai-young lui rappelle que le combat contre le guerrier aux cheveux verts est dans 2 semaines, et lui demande s'il pourra y faire face. Le jeune seigneur sourit simplement et dit qu'il fait tout son possible. Le capitaine intervient et parle de son problème, il a un œil clé intérieur, et pour le renforcer, il faut des années. Elle remarque que San Woo-jin est une personne étrange, car son esprit a déjà dépassé le niveau de première année. Wei Seong dit à son ami raconte-leur simplement mon plan secret, ils sont les seuls à écouter. Le jeune seigneur a expliqué qu'il a reçu de son père un élixir qui augmentera son clé d'environ 10 ans. Le capitaine a deviné avec précision, l'élixir a probablement un problème de pureté, c'est pourquoi il ne l'a pas pris. Mais San Woo-jin lui-même le confirme, il dit que elle avait pris environ la moitié de tout son cas et serait devenu externe. Les filles de l'escouade regardent perplexes, et ne comprenant rien, demandent de quoi parlent ces hommes en fait. Chiang-yan explique si le kai externe dans les élixirs dépasse la moitié du total, le risque de rejet du kai augmente brusquement. Le jeune homme explique et pourquoi il a retardé la prise de l'élixir jusqu'à la dernière minute. Mais son plan initial était simple, d'abord obtenir le pour-kai grâce aux arts anciens, puis boire l'élixir tranquillement. Mais maintenant il est sûr dans son état actuel, il peut affronter un adversaire de niveau moyen de premier rang. En riant, Bai Zai-young avoue qu'il n'en avait aucune idée, car dans sa vie il n'a jamais utilisé des élixirs. Les yeux de la fille aux cheveux roses ont brillé d'excitation, et elle a joyeusement crié qu'ils étaient dans le même bateau. Son compagnon a rougi et a serré la main sur sa poitrine, son enthousiasme et sa proximité, ont clairement déstabilisé. Nasoyu dit qu'il sera occupé prochainement le combat de San Woo-jin, et la rencontre imminente ne lui laisseront pas de répit. Il trouve cela étrange, il a combattu en première ligne, mais n'a jamais entendu parler de tels événements. Il se souvient que cette rencontre dans sa vie antérieure a eu lieu sur le 13e cadavre et qu'elle était étrangement calme. Bi-Zai-young se plaint qu'il a juste envie de vomir à cause de la façon dont le lieutenant-capitaine lèche les bottes des supérieurs pendant la réunion.
Ils continuent, on leur dira de tout nettoyer partout et de retourner tout l'endroit sans dessus-dessous. San Wujing regarda son ami avec inquiétude et demanda « Ne trouves-tu pas étrange que le risque de rejet du Qi soit si élevé ?» Il écrit un rouleau, plongeant ses pensées dans la façon dont la secte démoniaque reste encore vivante. Le jeune Baikai S immobilise un instant, puis acquiesce pensivement que son ami a une très bonne idée. Lorsque les membres du culte du sang volent principalement l'œil clé des autres, cela crée un déséquilibre dangereux. Le jeune seigneur presse sa paume contre sa bouche, réfléchissant en assemblant le puzzle de leur force. Ses yeux se plissent, style S étonne de la façon dont ils parviennent à survivre avec un risque aussi élevé de rejet du QI. Pendant ce temps, dans la clairière, Jung S entraîne intensément, tandis qu'un homme aux longs cheveux L observe. Il a poussé un cri puissant et S est précipité en avant, ses mouvements étaient concentrés et pleins de force. Dès un mouvement brusque et précis, il planta sa lance, montrant comment sa maîtrise du combat grandissait. Son attaque S arrête soudainement un autre homme. Mayujium attrape facilement sa jambe et loue ses progrès. L'homme sourit et dit que le guerrier aux cheveux verts peut désormais sans aucun doute se considérer comme un supérieur de premier rang. Ju Jiang le remercie, mais on lui dit de ne pas se réjouir simplement parce qu'il n'a pas perdu contre un adversaire plus faible. On lui ordonne de montrer une puissance impressionnante, digne de sa secte, et le fier guerrier accepte volontiers. UGM le regarde et pense que ce novice doit enfin comprendre quelle opportunité il a manqué. Son visage S assombrit, et il jure que San Wujing paiera pour l'audace de lui avoir refusé. Dans la pièce, quelqu'un frissonne et chuchote « Est-il vrai que des recrues inexpérimentées ont vraiment vaincu cet esprit du chaos ?» Puis notre gars explique que Qiangyan a vaincu le démon, et qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il était faible. Mais un autre dit que c'est justement notre héros qui a distrait la créature et sauvé tout le monde. Notre gars. Puis il dit qu'il faisait simplement ce qu'on lui avait ordonné et qu'il a transpercé la gueule du monstre. Une femme a demandé comment il savait que les esprits étaient faibles face à la lumière, et le jeune homme a souri et répondu « J'y ai eu de la chance ». Homme aux yeux rouges, pense que c'est comme si un guerrier de seconde zone était prêt à risquer sa vie dans un combat contre un démon. En voyant le rire de notre héros, l'homme pensa que celui-ci avait probablement beaucoup cherché, car il y a presque rien à ce sujet en accès public. En souriant, il décide qu'il n'y a plus de place pour l'hésitation, il faut entraîner notre garçon. San Wujing explique connaître la faiblesse du monstre à la lumière est une chose, mais le forcer à ouvrir les yeux en est une toute autre. L'homme aux yeux rouges dit « Ce novice m'a plu, je vais le prendre dans la 4e escouade ». Au même instant, notre héros S écrit désespérément qu'il n'acceptera pas cette proposition. Une autre personne S immobilise, complètement abasourdi et sans mots face au refus du héros principal. Il demande si le garçon ne veut vraiment pas rejoindre son équipe, et notre héros rougit timidement. Mais notre héros S est énervé et détourne le regard, ne sachant que répondre à l'homme. À ce moment-là, il se retourne brusquement et appelle le capitaine Silpong, qui était assis et observait tout attentivement. Le héros dit que depuis qu'il étudiait avant-garde, il rêvait d'entrer dans l'escouade et supplie « Acceptez-moi ». Mais le capitaine de la 7e escouade est complètement choqué, il se désigne du doigt, ne croyant pas ce qu'il entend. San Wujing explique qu'il peut détruire des monstres même avec la lame du sabre, en utilisant seulement des coups de pied et de poing. Puis il sourit et dit que depuis qu'il avait entendu cela, il savait il devait apprendre auprès du capitaine. Le chef du 4e groupe S énerva et demanda vivement comment il osait lui refuser de rejoindre le 7e groupe. Puis il leur rappelle que notre héros vient du célèbre clan Sound Wu, mais qu'il veut rejoindre les perdants aux compétences martiales inutiles. Ayant entendu insulte à l'adresse de ses futurs compagnons, le héros serra fermement le poing. Mais il ignore la provocation et dit à Silpong qu'il veut étudier les arts martiaux pour éprouver son corps au combat contre les démons. En entendant cela, le capitaine se lève, attrape notre garçon par l'épaule et dit qu'il a un caractère de fer. Il dit qu'il entraînera de manière à ce que son corps dépasse celui des démons et notre héros accepte volontiers. Voyant qu'on ignorait complètement, le chef d'un autre groupe serra les dents de colère. Les bras croisés, l'homme regarde furieusement. À un autre moment, il se souvint de cette situation, et le simple souvenir de ce qui s'était passé alluma instantanément en lui une colère incroyable. L'homme S adressa à Jung et remarqua comment ce novice S en sortait, disant que tu aurais dû utiliser ton influence pour le séduire. Il menaça alors de faire payer notre héros pour avoir osé refuser le fils du chef de la secte Dian Kang. Dian Kang, fils du chef, déclare avec colère qu'il montrera au novice la puissance de sa secte, et S en va. Avec un sourire, Jung acquiesce et dit qu'il devrait donner à notre héros une véritable leçon. Il pense pour lui-même il n'a absolument pas l'intention de laisser en vie celui qui l'a offensé. Mais le chef rejeté l'interrompt brusquement et dit « Ne dramatise pas et ne mutile pas le garçon ». Jiang reste figé, choqué, et demande si celui-ci avait vraiment l'intention d'éliminer son compagnon de combat.
Bégayant, l'homme dit non, mais ajoute qu'il faut vraiment donner une leçon au garçon. Ensuite, le fils du chef de la secte concentre son énergie pour effrayer le garçon. Il rappelle sévèrement à Jae-jang que leur mission est de combattre le culte du sang et de reconquérir la montagne. Et c'est précisément pour cela qu'ils doivent coopérer même avec des gens méprisables, donc ils ne doivent pas attaquer leurs compagnons directs. Le chef dit qu'il croit qu'il ne fera rien de si stupide. Mais après toute cette conversation, l'homme est visiblement irrité. Ailleurs, une femme demande à quelqu'un de la regarder droit dans les yeux. Ayant vu que San Woo-jin ne pouvait pas lui regarder dans les yeux, elle comprend qu'il n'est pas sous un contrôle étranger. Deux camarades d'équipe rient et disent que sous contrôle, il lui serait même plus facile de se marier. Un autre garçon a même rougi et a crié qu'il ne ressentait tout simplement pas le besoin de parler aux filles. Un camarade d'équipe a ri et a demandé s'il ne ressentait vraiment rien quand il parlait aux filles. Puis la femme appelle le suivant dans la file, et le garçon en bleu hésite visiblement et ne veut pas y aller. Ils examinent chaque homme de l'escouade pour voir si quelqu'un n'a pas succombé à des sorts magiques. Regarde tout cela parce que le 10e corps a eu un incident, un des membres a été ensorcelé et capturé. De temps en temps, certaines personnes tombent sous l'influence du culte du sang, et c'est un gros problème. Et le pire est qu'ils ne savent toujours pas comment libérer les gens du contrôle mental de ce culte. Elle demande au jeune homme de lui regarder dans les yeux, et il commence soudainement à devenir très nerveux. Elle explique avec insistance qu'il doit la regarder dans les yeux et ne pas simplement lui jeter un coup d'œil. En souriant, le capitaine Silpong demande où est passée cette audace qu'il avait autrefois. Le garçon, qui est devenu tout rouge, a lancé que cela prouve qu'il n'était pas ensorcelé, et lui a demandé ce qu'elle en pensait. La femme a hoché la tête et a dit s'il ne peut pas lui regarder dans les yeux, alors elle considère qu'il va bien. Il suffit de regarder dans les yeux dès que la lumière s'éteint là, on voit que quelqu'un contrôle la personne. Cette tâche détecter les infractions est confiée aux femmes comme Kian Yin. Ensuite, la femme annonce que c'est maintenant au tour de Soundwoo de passer le test. Il a rougi, mais dit que s'il voulait, il pourrait le faire toute la journée sans problème. Mais un de ses camarades a ri et lui a souhaité bonne chance disant « Voyons à quel point notre héros est vraiment confiant ». San-woo sent que c'est une chance rare de lui regarder dans les yeux, alors il décide d'examiner attentivement son visage. Il comprend alors qu'elle a un sourire compatissant et un visage capable de guérir n'importe quel cœur. Rien qu'à cette pensée, Sound rougit instantanément et commence à fumer. Les coéquipiers ont éclaté de rire et, ne tenant plus, ont demandé comment un visage humain peut-il devenir aussi rouge. La femme a juste jeté un coup d'œil en biais et a dit qu'elle n'a même pas besoin de le regarder dans les yeux, il semble pire que le commandant de l'escouade. Sun-woo est paniqué et demande désespérément qu'elle vérifie quand même ses yeux. En voyant sa réaction, elle s'excuse sincèrement pour la provocation et demande « Ne te blâme pas autant ». Mais Woo sonnait drôle, était sa seule occasion de la regarder dans les yeux autant qu'il voulait. Et là, un des garçons demande brusquement à la adjointe du chef « A-t-elle elle aussi vérifié les yeux de Tianyin ?» Sun-woo sent qu'il n'a jamais vu son visage complètement, et elle disait qu'elle avait une cicatrice. Mais même avec cette excuse, il ne peut se débarrasser du sentiment la fille lui cache encore quelque chose. Elle, adjointe du chef, avoue qu'elle a déjà vu son visage et qu'elle est obligée de le cacher. Puis elle explique que si Kyung-in n'avait pas caché son visage, cela aurait causé un incroyable tumulte. San-yu est embarrassé, pourquoi la fille aux cheveux bleus doit-elle cacher son visage? Le capitaine Fok-pong avertit, il a entendu des rumeurs que cette fois, ce pourrait ne pas être un simple esprit araignée. Ces créatures se nourrissent de sang et deviennent plus fortes, et ce qu'ils ont affronté auparavant a déjà dévoré 5 personnes. Ensuite, San-woo s'est approché de 2 filles et a demandé avec curiosité ce qu'elles prévoyaient de faire pour le reste de la journée. Sentant que les entraînements auront lieu uniquement près des casernes, Arsian-vu soupire enfin de soulagement. Il se souvient soudain dans une vie antérieure, une fille aux cheveux roses est morte à peu près à cette époque. Alors il avertit sévèrement les 2 filles, « Ne vous aventurez pas dans des endroits dangereux et restez sur vos gardes tant que le chef est loin. » Elle sourit doucement, le remercia pour son attention et lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle. À un moment donné, le groupe était dans la cour quand une femme est passée et a attiré leur attention. Notre garçon la reconnaît, la suppléante du 4e détachement, Mei Yok-young. Il s'avère qu'elle est, elle, une de ces personnes importantes que notre héros a longtemps surveillées. Il se rappelle que dans une autre ligne temporelle, elle a été détruite par un esprit arachnide, et cette pensée le tourmente. La suppléante du chef dit qu'elle cherche dans son détachement quelqu'un nommé San Garing. Le héros propose d'informer la fille, il la trouve, et la femme le remercie sincèrement pour son aide. Lorsqu'elle s'en va, notre héros se souvient soudain que San Harang est la fiancée de Jun, qui est morte. Un des compagnons dit que San Haraing a eu des problèmes constants depuis, et notre héros demande immédiatement des nouvelles de son fiancé. Un autre garçon dit que, un peu plus tôt que notre venue, il est parti au combat contre cet malheur. On dit qu'en première ligne est tout à fait habituel, tu perds l'amour,
et bientôt un nouvel intérêt apparaît. Notre héros réfléchit à la situation et dit avec regret « Dommage que ce soit ainsi là-bas ». Soudain, il se souvint que dans une vie antérieure, une fille aux cheveux roses est allée dans la forêt pour consoler quelqu'un. Et là, elle a été attaquée. Le souvenir est comme un cri aux oreilles, celle qu'on consolait s'appelait Sankarang, et le danger est réel. Voyant le désespoir dans les yeux de notre garçon, les camarades des équipes demandèrent avec inquiétude ce qui s'était passé. Le héros principal ressent de l'angoisse et dit qu'il a un mauvais pressentiment. Il faut absolument que nous trouvions Son Horan. 3 foncent désespérément dans la forêt, et un des garçons demande s'ils pourront se débrouiller seuls. Un autre compagnon demande s'il a peur, et le garçon répond que la forêt est très dangereuse en ce moment. Et un autre dit qu'ils peuvent gérer quelques esprits, et si tout tourne mal, ils s'enfuiront simplement. Ils s'arrêtent sur une branche, et notre héros propose de se disperser pour fouiller soigneusement les environs. Au même instant, un cri horrible retentit dans toute la forêt, alertant instantanément tout le groupe. Sans hésiter une seconde, notre héros cria « Allez-y !» et se précipita vers le son. Courant avec une expression déterminée sur le visage, notre garçon comprend quelque chose ne va vraiment pas. Bientôt, il tombe sur une horde d'esprits, ceux-ci entourent et attaquent une personne allongée sur le sol dans la forêt. À ce moment-là, un des compagnons lance sa charge indestructible et d'un seul coup envoie les esprits voler. Notre héros se jette aussi dans la bataille, frappant les créatures avec ses poings et ses pieds pour sauver ses amis. Après l'agitation, le 3e garçon atterrit sur une branche, tandis que les autres occupèrent des monstres. Avec un regard plein de regret, notre héros comprend il est arrivé un pas trop tard, il n'a pas eu le temps de sauver la fille. 3 trouvent le corps de Sanharing et regrettent avec horreur s'ils avaient été plus rapides. Elle serait vivante. Notre garçon étonne de la rapidité avec laquelle elle a pu tomber malade, en affrontant de faibles esprits. Avec un regard sérieux, il s'approche du corps pour enquêter. Soudain, il remarque des traces de crocs sur son cou et comprend qu'un esprit araignée était là. À cet instant, il cria désespérément que son ami éloigne du corps et libère le passage. Notre héros avertit avec inquiétude il faut courir, le véritable esprit de l'araignée est tout proche. Le visage figé dans une panique pure, il comprend que tout est bien pire qu'il ne l'imaginait. À ce moment, 3 lèvent la tête et voient une créature humanoïde appuyée sur une branche d'arbre. Avec un sourire sinistre et des yeux vitreux, l'esprit de l'araignée les regarde fixement. Notre héros principal et son ami sont figés de choc, ne croyant pas leurs yeux, cette chose leur sourit-elle vraiment? Puis la créature pousse un cri assourdissant qui résonne dans toute la forêt et effraie encore plus le groupe. Un des garçons comprend soudain que le cri N est qu'un appât, et notre héros leur lance courir vers le sud par la route N3. Ils commencent le compte à rebours, et les 3 se préparent à se lancer dans une course désespérée pour leur vie. Le 3e jour, ils filent à toute allure, essayant d'échapper à la créature terrifiante. En un instant, l'esprit arachnéen se retrouve sur la piste du groupe. L'ami crie paniqué que la créature est trop rapide et demande ce qu'ils doivent faire. Notre garçon pense que ils se séparent. 2 réussiront à s'enfuir, et un restera certainement derrière. Il sait parfaitement que si quelqu'un est distancé, ce sera lui le plus lent des 3. À ce moment-là, le plus fort des camarades interrompt sa course. Arrête et crie aux autres de fuir pendant qu'il distraira le monstre. Avec un sourire, il demande à ses amis de survivre à sa place et en aucun cas de ne pas mourir. Notre héros est complètement abasourdi, son ami dans une vie antérieure a fait exactement la même chose. Il se souvient comment son camarade lui a dit de partir, souriant avec le même sourire qui joue maintenant sur son visage. Notre héros serre les dents et se force à se calmer et à réfléchir logiquement à ce qui se passe. Notre héros pense que les esprits les ont rattrapés et qu'aucun des 3 ne sortira vivant de là. Il sourit, accepte la situation et sent qu'à cet instant il devra prendre une décision difficile. Puis il dit à son ami plus fort qu'ils lui laisseront les esprits plus petits, qu'il s'en occupe lui-même. Mais notre héros se tourne vers l'autre garçon et dit avec assurance qu'il s'occupera lui-même de l'esprit araignée. Le partenaire plus fort reste figé et ne peut prononcer un mot à cause de l'attitude de notre garçon. Puis il cria à son ami court et amène le commandant de la section, avant qu'il ne quitte cet endroit. Puis les esprits avancent avec des sourires terrifiants. Un ami plus fort essaie de se défendre, mais bientôt les créatures, entourent de tous côtés. Même en détresse, il crie à son camarade court « Sauve notre héros à tout prix !» Voyant ses amis se sacrifier, le garçon ne peut retenir ses larmes de désespoir et de tristesse. Il se mit à courir en criant qu'ils n'avaient pas le droit de mourir, il irait en enfer avec eux, si nécessaire. Notre héros le traite d'idiot et dit qu'il ne pardonnera jamais s'il part pour une raison aussi stupide. Son épée scintille en violet, notre héros se prépare à affronter l'esprit araignée.